Salut à tous. Bonjour YouTube, bienvenue à Camaré sur Egg, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs Camarés en France. Nous allons vous présenter le premier festival international du jeu de société de Camaré sur Egg, avec, vous allez voir, plutôt des gros jeux. Je suis assez surpris pour un petit village comme Camaré. Alors Camaré, pour situer, c'est à côté d'Orange et pas si loin de Bolène, voilà. Si vous passez dans le coin, il y a le Naturoptère à côté aussi, c'est rien, voilà. Donc voilà, premier salon du jeu sous l'esquisse d'une association de jeux du Pélican. Voilà, c'est une référence à Camelot. Alors vous entendez un peu le vent, hein, j'ai pas mis la bonnette. Il fait parce qu'on va rentrer rapidos. il fait un peu frisqué, donc... Ça va, mais on n'est pas habillé. Allez, c'est parti. Waouh, quel jeu. Non, pourquoi Si, mais bon, aïe, un cinéma. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Il y a des bikers ici. C'est une Harley. La reine des motos, c'est la Harley Quinn. Et quand tu fais l'amour avec, Harley Quinn aussi. Bon, alors c'est le matin aussi, voilà. Il faut dire, le salon a ouvert à 10h et il est... Putain, j'ai un gros pas à ma montre, quoi. Doit être 10h30, un truc comme ça. On est toujours dans l'information très précise. Non, mais j'ai toujours tellement l'habitude de mettre ma montre que quand je l'ai pas, je me sens... T'es perdu, c'est ça. Je me sens tout nu. Bonjour, voilà, il y a déjà quand même pas mal de monde pour l'heure. On va faire le tour des tables. Vous allez voir qu'il y a du gros jeu quand même. D'habitude, les petits festivals comme ça, j'ai fait dire festival à cause de toi. Il y a du monde, hein. Et déjà, tout le monde a commencé un peu à jouer. Sur les gros jeux. Vous allez voir, il y a mon cauchemar de la dernière fois. On va passer devant, de toute façon. Hein. Ouais. 32 fer Catane. La canne des figous. Hop, c'est vrai, Catane avec des figous. Ouais. C'est étonnant. Bah, c'est pour l'aspect 32 fer, je pense. Il faut attirer le chaland. Hein. Il est quand même plus joli que Catane original. Hein. On est d'accord. Allez, regardez, il est là. Il est là. Oh là 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 là. Personne encore ne s'est lancé dans cette aventure merveilleuse. La question, c'est est-ce que quelqu'un a 9h pour y jouer, tu vois, en sachant que ça ferme à 22h. Je suis pas sûr. Les cartes sont encore sous paquet. Il est neuf. Et oui, le jeu est neuf. Le jeu est neuf. C'est pas celui de Nico. On est d'accord? Putain, j'en vais en faire des cauchemars. Alors, il paraît que ça change pas grand-chose à la première édition, qui est déjà assez âgée. Cette seconde édition. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Le fameux Wingspan, que j'ai jamais testé. Jamais testé non plus. Ils sortent la nouvelle version le Wormspan avec les dragons. Ouais. Derrière, il y a le fameux Darwin Journée qu'on a testé mais qu'on n'a pas fini. Parce que j'avais pas trop bien lu les règles en fait. Faudrait qu'on le refasse. Hein. Des créateurs de barrages. Bonjour messieurs, on vient un peu vous embêter là. On fait un peu le tour du salon. Ça prend de la place quand même. C'est le journal? Pas du tout, c'est la chaîne YouTube The Furious Cucumber. Okay, pour ceux qui... rien que le nom, ça va. Ça prend de la place parce qu'il y a deux parties. Je vois Ah d'accord, parce que normalement c'est un seul, voilà, c'est un seul tapis. C'est ça, on a la version. Tu l'as pas toi X-Wing? Moi j'ai le pack de base quoi, vraiment avec le petit X-Wing. Le X-Wing et les deux chasseurs tailleurs. Une partie à 4, ça prend combien de temps? On dira ça ce soir. Là, on fait une campagne. Donc, partie standard en format tournoi, normalement c'est 75 minutes. On n'a pas joué cette partie. On a prévu une campagne aujourd'hui, il y aura des parties beaucoup plus longues, notamment avec des vaisseaux immenses. Avec des vaisseaux de taille immense, donc des très gros vaisseaux. Donc là, on a prévu de jouer toute la journée, 4 scénarios. Il y avait un 4 scénarios. Un scénario standard, c'est 75 minutes. On a commencé la bataille de Hoth, c'est ça? La bataille de Yavin. Yavin, pardon. Okay. Je savais pas qu'il y avait des campagnes. On va finir par attaquer l'étoile noire. Et vous avez l'étoile noire en maquette, en figurine? Non, mais un tapis de jeu. On a un tapis de jeu étoile noire avec la tranchée, par contre, qui a été imprimée en 3D. Ouais. Donc on aura la tranchée en relief. On aura l'attaque avec des tourelles, avec des boucliers qui défendent l'étoile noire. Ça, c'est toutes les compétences. Ouais. Oh là là, là il y a du gros jeu là. Là on est sur du gros jeu, du Anachronie. Ouais. Anachronie au salon de... Bonjour messieurs. De Camaré. Bonjour. On va pas trop vous déranger quand même. Vous avez commencé il y a longtemps? Mais devant et... Ok. Et il y en aura encore pour combien de temps? Encore 2 heures. Ça va. C'est à qui? C'est à moi? Donc de Mind Clash Game bien sûr. Hein. Un ingénieur. Ça la boîte elle est grosse hein. Bonjour, on vient un peu vous embêter, on fait un peu le tour des tables là, pour voir un petit peu chaque jeu, là, découvrir un peu chaque expérience. Donc celui-ci c'est Successors. Successors, oui. Qui est un wargame dont le thème est la prise de pouvoir des héritiers, enfin des généraux d'Alexandre le Grand après sa mort. Donc il se dispute l'empire d'Alexandre pour savoir qui sera l'héritier légitime et contrôlera l'empire du grand général une fois qu'il est mort. C'est un jeu qui date de quand? Alors, sa première édition est en 1997 et sa deuxième édition est en 2008. Et là, c'est la version française qui a dû sortir il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Ouais, non, j'avais pas entendu parler de ce jeu. Et donc c'est un gros jeu.
Oui, ça a l'air, ouais. C'est de la stratégie confrontation. C'est de la stratégie, oui, c'est vraiment de la stratégie. C'est ce qu'on appelle un wargame historique. Donc, Alors, wargame historique, un peu d'époque, ça doit prendre un certain temps, j'imagine. oh, pas tant que ça, 6-7 heures. Ah, bah voilà. On rigole, mais on a fait pire, hein, donc. Mais quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Si on a joué à Twilight Imperium, on peut jouer à ça. Y a pas de Ah, bah problème. oui, clairement, oui, oui. Mais il faut prévoir une bonne journée, quoi, dire bon. C'est ça. Voilà, donc là, c'est la mise en place. Quoi. Là, on a fini de mettre en place. Ça nous a pris une heure à peu près. Et souvent, il faut la mise en place qui prend aussi du temps. Une C'est heure. ça. Et bah, disons qu'on a aussi, Ouais, avec l'explication des règles. la phase d'explication des règles. Là, tous les trois, on n'a jamais joué en fait à ce jeu. Donc, on a découvert les règles hier et puis on l'a expliqué là aujourd'hui. D'accord. Et on va voir ce que ça va donner. Exactement. Vous jouez, oui, donc là, vous ne maîtrisez pas encore totalement le jeu. Non, et- pas du tout. Ah là là. Ce qui fait que ça va prendre forcément un peu plus de temps que prévu. Si 7 heures, ça va être 14 heures, quoi. Non, non. Et le livre, alors là, c'est les aides de jeu, hein, Oui, c'est ça. voilà. Un peu de texte. Le livre des règles est ici. Le livre des règles est ici. Ah, voilà, c'est ça qu'on va voir. Et 500 pages. Quelqu'un peut me l'ouvrir, ouvrez-moi le livre. Il y a combien de pages là 60. Il y a, ouais, non, 40 pages. 40, ça va. 40 de pages, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus fluide. Très bien, très bien. Ah, Le jeu est joli, donne envie. oui, c'est vrai que ça projette directement dans l'univers, là. Oui, On a envie la de patte graphique est très bonne. s'y essayer. Voilà. Et avec toutes les petites statues et tout. Enfin, Ouais, les figurines sont pas mal. Oui, les figurines sont super beaux. Ah ouais, elles sont Parce que généralement, c'est un peu minimaliste. On parle un peu de wargame, on va dire. Après, il y a en plus, ils ont inclus une version. Sandy, ouais. Une version Ils sont adaptés aussi soft, on va dire, où on peut Au mettre marché du jeu directement moderne, des- donc Oui. il y a des très bons. des trucs sur des petits supports plutôt que de se trimballer les figurines. Ouais, mais c'est plus joli, les figurines. Ah ouais. Bon, mais après, ça prend de la place sur C'est vrai ça. que la première édition de 97 était beaucoup plus minimaliste. Le jeu, donne envie, ouais, il est joli. C'est rose. Et donc, tu peux jouer jusqu'à 5. Ok. Ouais. Ça rallonge encore la durée, je pense. Oui, j'imagine. Pas forcément. Non, pas forcément. pas On joue parce qu'il y a des peut-être un peu en même temps ou pas Alors, du on a tout moins de rôles d'action à 5 par joueur qu'à 3. À 3, Ouais. en fait, nos tours de plus longtemps que si on était 5. Ah, Donc, ce qui fait que ça permet d'équilibrer la durée de jeu pour que ça soit à peu près constant, on va dire. C'est bien Sachant qu'il pensé, d'accord. y a des conditions de victoire que plus il y a de joueurs, plus c'est rapide du coup. Ok. oui, ça accélère la partie. À 5 joueurs, il y a que 20 points de victoire à atteindre. Parce que généralement, dans des wargames un peu classiques, ils pensent pas vraiment au temps de jeu. C'est que vous voulez une expérience, quel que soit le nombre de joueurs, vous allez vivre la même expérience. Là, Ah, ils non. ont réussi à C'est quand adapter. même assez équilibré. Ah, c'est pas mal. C'est un grand classique hein, du wargame américain. Bon, on n'aura peut-être pas le temps de jouer à ça. Puis là, vous êtes parti pour la journée, donc. Ouais, c'est ça. Bon courage, hein. Bonne partie. Prenez du café, hein. Bon, salut. On vient un peu t'embêter. Qu'est-ce que tu nous sors là de beau Charles Saboteur. Saboteur, j'attends encore en fait, si tu veux, c'est des petits jeux qui sont rapides pour les enfants ou les gens qui commencent un peu le jeu de société. Ouais. C'est un jeu en fait où tu vas partir d'un endroit avec qui s'appelle un chemin déjà préétabli et tu vas essayer d'accéder à l'endroit où il y a la mine. Où il y a des ressources. Et en fait, pour ça, si tu veux, il y a des gens qui vont creuser avec toi. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont chercher à faire en sorte que ça ne marche pas, d'où les saboteurs. Et donc, parmi tous les gens, il va falloir qu'on devine qui est saboteur et qui est mineur. Et le but, c'est d'arriver à trouver la pépite au fond du tunnel. En faisant des chemins, évidemment. Et tu peux avoir des interactions pour bloquer les saboteurs, pour leur enlever leur capacité à intervenir. C'est-à-dire que tu vas avoir, tu enlèves la lampe, tu ne peux pas avancer dans le noir. Là, tu vas pouvoir découvrir si ici ou pas, c'est la pépite elle est là, parce que tu as 3 endroits pour trouver la pépite. Donc évidemment 3 possibilités de chemin. Et si tu es saboteur, tu vas essayer de les emmener vers un chemin qui est pas le bon. Voilà. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu as le tapis en plus adapté pour Ouais, alors, quadriller. est-ce que c'est un bon achat? Non. Est-ce que c'est rentable? Non, mais par contre à jouer c'est excellent. toujours bien. Ah, Ouais, oui, j'imagine. d'accord. Le jeu coûte 15 balles, le tapis vaut 50. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est toujours bien, t'as fait un auprès. Ah bon, tu peux quand même l'utiliser pour d'autres choses. Ouais, bah, pour couper les oignons ou quelque chose, donc c'est très bien. C'est ça. Donc voilà. Vous voulez savoir ça? C'est bon? Ouais, enfin. Ah, ok, ça marche. Saboteur, il y a 2 versions. Saboteur, ouais, Ouais, j'ai joué à celui-là. Tu vois, au début de ton tour, on te donne ça, soit ça, ça. Donc tu sais exactement si t'es saboteur ou si t'es mineur. Et après, tu veux, le chemin il va se dessiner tout seul. Parce que tu vas partir. Je suis allé vite, mais tu vas partir de là, si tu veux, donc t'arrives là. Et le but, c'est de construire un chemin. Toi, tu pourras pas faire forcément ce que tu veux, quoi. Donc Ouais, tu t'adaptes. tu vois, tu t'adaptes, tu vois. Et puis après, tu peux, si tu veux, t'as des cartes qui vont casser ton chariot. Il y en a d'autres qui vont te débloquer
Il y en a qui vont faire des éboulis, c'est-à-dire que tu vas enlever dans ton chemin, tu vas te faire un gros trou dedans, machin, donc c'est hyper sympa. Et plus t'es nombreux, plus c'est le bordel. C'est génial, c'est très sympa. Écoute, Bah, on va peut-être tester ça, hein, ça a Il l'air très sympa. faut attendre qu'il y ait beaucoup de gens. Et surtout quand t'as des novices, c'est très bien parce que plus tu sais pas bien jouer, mieux c'est. Voilà. Non mais c'est vrai. Bah oui, parce que tu sais pas ce qu'il va faire, machin. Et t'as une carte en main chaque tour. Donc soit tu la jettes face cachée, soit tu la jettes face visible. Donc tu peux dire, bah voilà, moi je pouvais vraiment pas aider. Voilà. Ou alors je suis saboteur, je peux pas jouer. Donc il y a un intérêt à tricher et à mentir. Et surtout, le plus longtemps où t'es découvert, c'est bien, voilà. C'est un truc très sympa et on joue régulièrement à 10, c'est très vite le bordel. À 10, ah oui. C'est très vite. Quand tu dis nombreux, oui, c'est pas 5 ou 6. c'est maximum 10. Tout à fait. Bon, je vous l'ai survendu, mais c'est ça. Oui, non, tu l'as survendu. Mais moi, j'aime ça. C'est quoi? À 4, c'est nul, hein. À 4, c'est nul. Mais comme tous les jeux d'ambiance, un peu au plus tu es, au mieux c'est. C'est ça. C'est ce que je dis. Donc, voilà. Et je te dis, moins t'es bon, mieux c'est. Ah, mais t'as quand même une grosse marge. En disant carrément, à 4, c'est nul. Il faut être vraiment très nombreux pour que ça fonctionne. Ouais, je pense que de 5 à 10. En fait, parce que si tu veux, à 4, tu vas avoir un saboteur ou pas. C'est-à-dire que autant tu fais le chemin et il n'y a pas de saboteur. Oui. Donc c'est nul, tu vois. Et si t'as la 1, tu te fais débasquer tout de suite. Alors à 10, t'es 4. Donc t'en as 4 qu'il faut que tu dépasses sur 6, c'est-à-dire que c'est chaud. Donc il y en a 4 qui te font chier pour y arriver. Donc c'est difficile. Donc, voilà. Ça crée une vraie dynamique. Ouais, c'est hyper sympa. Interaction, quoi. Le mec a fait ça, c'est un génie. C'est qui d'ailleurs? Mais je sais pas, faudrait regarder. Frédéric. Faudrait lui rendre hommage. Frédéric, putain, c'est un coréen, Oyerson. Voilà. Peut-être un Danois, un Allemand, un Suédois. En français, vu le nom. Finlandais. Exactement. Et voilà, à jouer quand il y a des gens, je vous rappellerai si vous voulez. Et là, t'es tout seul? Non, alors, il y a la version solo. Alors, j'étais à la buvette de base et on s'est dit que comme il y aura des familles qui viennent, il y a forcément 3-4 gamins qui vont venir, on va les mixer et on va trouver un moyen de jouer un truc sympa, tu vois. Il faut leur faire jouer. Parce que là, si je leur propose de faire un Terraforming Mars, on va les perdre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, surtout si vous jouez à 5. Bah, à 5, t'es là pour 4 heures. Donc, oui, c'est ça. Et tu sors les extensions et même si tu sais bien jouer. Oui, non, c'est ça. Et encore plus si tu sais bien jouer. Oui, parce que tu joues vite, mais tu fais beaucoup d'actions par tour. Donc, si tu veux, tu vas jouer tes 2 actions. Enfin, bref, c'est pas le même jeu. Mais voilà. Bref. Parce que là, c'est toi qui nous as proposé un terraforming? Ouais, moi je vais en faire un. J'en ai un full extension, j'ai tout. Ok. J'ai la big box, donc si vous voulez du chaud, j'en fais. Mais bon, on va passer la buvette. Après la buvette, on fera cet après-midi. Ça va. On vient un peu vous embêter. On fait le tour d'étape pour voir un peu les jeux, le retour un peu des joueurs. Là, quand on est arrivé, vous aviez commencé sur ce jeu-là. Vous le connaissiez? Oui, ça fait partie de notre association en fait. Ah, mais on y a joué, mais il y a un moment, donc on est en train de revoir la règle. Ah bah oui, parce que chaque fois, il faut se replonger, surtout qu'il est quand même assez exigeant, quoi. Celui-là, ouais. C'est pas le plus compliqué de ces fins de fête pour moi, mais. Ouais, bon, c'est quand même. Il y a quand même pas mal de choses dedans. Hein. Ouais, je trouve que les châteaux de Bourgogne, il y a quand même plus de petites règles. Oh non. Non, mais en fait, c'est sur les tuiles qu'on comprend rien à chaque fois qu'on est obligé de Ouais, relire mais les ça va, règles. Château de Bourgogne. C'est trop bien, J'adore. Voilà. Lequel est le plus dur, Château de Bourgogne? Moi, je trouve plus complexe que les châteaux de Bourgogne, celui-là. Pourquoi tu compares? C'est pas graphique, je la trouve nulle. Oui, ça c'est nul. Les tuiles, mais là, t'as quand même plus de choses à gérer parce que bon, faire des petits trucs, l'histoire de la ronde avec les sauts là. Ah, ça j'aime bien le principe. Faudrait qu'on le refasse à Mindfire. J'aime bien, mais côté Tetris, ça me plaît bien. Très bon jeu. Par contre, il est moche et le thème claqué, quoi. Ouais. On est d'accord, hein, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai que Château de Bourgogne. Mais il est facile. C'était bonne partie, hein. On reviendra dans 2 heures, comme vous aurez fait. Et donc là, vous n'avez pas encore fini de consulter les règles? Si, là, ça on a attaqué, juste on vérifie. On est au premier tour. Ah, parce qu'on est arrivé, c'est quoi? Il y a une demi-heure, quoi. C'est ça. Bon, bah, c'est pas bon. Bon courage, hein. Merci. Bonjour. On vient t'embêter, on t'empêche de manger. Génial. Alors, tu as une boutique sur Orange? Exactement. La tricherie, boutique et bar à jeux, installée place du Parlement à côté du cinéma. Donc on arrive au 3e mois d'ouverture. Ah ouais, j'allais me dire, je connaissais pas du tout, quoi. Voilà, ouais, c'est tout nouveau, très bien accueilli par les Orangeois. Ouais. Et toute l'aire d'attraction autour. Le cinéma, c'est en plein centre-ville, enfin c'est... Ouais, exactement, à côté de l'avenue de la République, voilà. D'accord, ok. Ouais, entre le cinéma et l'avenue de la République. Ouvert tous les jours? Comment? Ouvert tous les jours? Ouvert du mardi au samedi, avec une petite particularité, c'est que le samedi, je ferme à 23h30. Et vous pouvez venir jouer à plus d'une centaine de jeux qui sont en démonstration. Donc l'aspect bar à jeux, c'est venir en semaine ou le samedi soir ou le samedi matin, venir tester des jeux. Je vous les explique. Vous avez moyen de grignoter sur place aussi. Et tout ça dans un cadre chaleureux, intergénérationnel. Et tu arrives à maîtriser tous les jeux?
Ceux qui sont en démo, je les ai tous, quasiment tous sur le bout des doigts. Parce que c'est pas commode de repartir sur certains jeux. Alors oui, le pire c'est d'en mettre de côté, et quand on y revient, on pense les connaître. Oui, et puis quand c'est on les déballe... Et d'un coup, on se dit, mais je me souviens des grandes lignes. On reprend, et les détails, on les a oubliés. Oui. Et puis savoir combien on distribue de cartes, ça c'est ma bête noire. À chaque fois, ça change d'un jeu à un autre. C'est exactement. Parce que dans un jeu, c'est 5. 7 cartes, 5 cartes, on sait plus. Et puis selon le nombre de joueurs, sur un même jeu, on peut changer aussi. On peut distribuer 4 cartes ou 3 si vous êtes plus. Donc, le diable se cache dans les détails. Voilà, des fois, il y en a trop. Donc souvent, c'est une règle que je laisse, révéler par les joueurs. Et moi, voilà, le but, c'est gagner du temps sur les explications. Je me spécialise dans les jeux d'ambiance parce que c'est des jeux qui parlent à tout le monde, grand public. C'est l'amorce. C'est l'amorce, exactement. Et puis, on peut jouer à beaucoup sur les jeux d'ambiance. La plupart sont faits pour ça. Et puis c'est une question de temps. C'est quand on veut commencer un peu à jouer. En fait, souvent, c'est les jeux apéritifs. Je veux dire, avant de faire une grosse soirée de jeu, on se lance un peu, on s'échauffe là-dessus. C'est pas ce que les gens entendraient comme un jeu de société, parce qu'il n'y a pas de plateau, il n'y a pas trop de matériel. C'est ça. Donc ça les met tout de suite à l'aise. Et en fait, tout le monde il trouve son compte, puisque ça reste des jeux. C'est rare de ressortir de là. Enfin, c'est même exceptionnel de ressortir de là en ayant passé un mauvais moment. À part pour ceux qui n'aiment pas perdre. Malheureusement, il y en a beaucoup. Quand on s'implique un peu dans le jeu, on sait que ça reste un jeu, mais on essaye, on s'implique. Et il y en a qui s'impliquent plus que d'autres. Exactement. Et qui peuvent mal prendre. Et toi, tu joues à quoi? Parce qu'on est là aussi pour parler des jeux en soi. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Je vous laisse me suivre. En ce moment, ma petite addiction, c'est Forêt Mixte. Ah, je l'ai vu celui-là. Forêt Mixte, sorti en fin d'année 2023. Vous êtes sur un petit jeu 10 ans et plus de 2 à 5 joueurs. Pour des parties qu'ils annoncent autour d'1 heure de jeu, mais qui sont vraiment réglables selon votre envie. À savoir que vous avez 180 cartes. C'est modulable. Modulable, exactement. Puisque à vous d'insérer du coup les 3 cartes qui mettront fin à la partie, les cartes hiver. Oui. Quand vous révélez la 3e, la partie s'arrête. Donc vous pouvez choisir à tout moment à peu près votre temps de jeu. Vous avez on va dire 3 paquets de 60, vous en glissez une dans chaque paquet. Et puis selon la vitesse que vous y mettez, selon votre habitude, vous allez aussi recycler une partie des cartes qui peuvent être rejouées parce que la monnaie du jeu, ce sont les cartes. Pour pouvoir poser une carte, il faut la payer en cartes. Et puis il y a énormément de synergie. Vous allez créer chacun votre forêt. Il n'y a pas énormément d'interaction à part ici. Donc c'est un jeu de développement et de placement. À vous, de faire les meilleurs combos, mettre les meilleures espèces en harmonie avec l'arbre d'implantation. Ah oui, je vois qu'il y a un système d'arbres. C'est du scoring, vous allez calculer vos points, vous allez essayer de payer les cartes le plus habilement possible pour pouvoir déclencher des actions complémentaires, pouvoir poser d'autres cartes gratuitement, il y a des pouvoir combos. Jouer. C'est un jeu à combo qui se prend quand même assez vite en main, puisque malgré la diversité de symboles, on est sur quelque chose qui se recoupe assez vite, et puis on a forcément au dos la petite tête de jeu. Donc en termes de diversité et d'illustration, on est à bonne école, c'est coloré, c'est réaliste. Et puis le format, il est super pratique pour ce genre de jeu. J'imagine que le temps de jeu est assez contenu, on est quoi, sur 1 heure? C'est ça, on est sur 1 heure, et puis si les joueurs veulent faire durer, ils peuvent. C'est vraiment très modulaire. Ça c'est chouette, c'est vrai que c'est un côté qu'on retrouve assez peu en général dans les jeux, de pouvoir adapter le temps qu'on a, un parti, et si on fait une partie courte ou longue, Obsession, il y avait ça, il y avait une partie courte ou un peu plus longue. Et toi, c'est ton coup de cœur, celui-ci? Ah oui, en ce moment, oui. Et même quand je perds, je me régale. Alors toi, est-ce que tu es plus pose d'ouvrier? Est-ce que tu es plus la pose d'ouvrier, j'en ai un plus gros là-bas. Age of Champagne, très sympa. On est sur un jeu de gestion. On va voir Age of Champagne, c'est le premier qu'on avait un peu filmé en arrivant. On est sur... C'est super joli, franchement, en plus. On récupère le domaine viticole familial et à nous de le faire fructifier. Donc on a chacun nos plateaux individuels et quand on parle de poste d'ouvrier, double couche. C'est vrai que voilà. Ça devrait être la norme. On peut placer les jetons sans qu'ils se barrent. Ça devrait être la norme. C'est toujours un jeu à points, mais ici on est un peu plus dans la gestion et poste d'ouvrier, c'est-à-dire que vous allez programmer vos actions. Donc chacun des joueurs va poser un pion après l'autre.
Et selon où est-ce que vous arrivez dans l'action, vous pouvez avoir des malus. Donc à vous de planifier un petit peu tout le processus de vinification. Et à un certain moment, vous allez vous retrouver à hésiter parce que il se peut que vous ayez trop de raisins à presser, vous n'ayez pas la capacité de pressoir. Donc on est vraiment sur un jeu où il faut réfléchir en amont, c'est de la stratégie à long terme. Mais pour moi, c'est pas un jeu encore expert, puisque même s'il est floqué 14 ans et plus, je le trouve assez accessible parce qu'en fait, on aura 7 actions. Une fois qu'on les a comprises, ça déroule, voilà. Mais il y a toujours des variantes dans ce genre de produits qui permettent de pimenter ou d'aller chercher un peu plus de réflexion encore. Alors, ça me fait penser à viticulture. Tu as joué, toi, à viticulture? Non, j'ai pas eu l'occasion. Mais il y a plus accessible que viticulture. On adore viticulture. Ah oui, on n'a même pas fini la partie, quoi. Après, si on reste dans la boisson, il y a Distil aussi qui est quand même... Oui, il y a pas mal, voilà. Mais celui-là, c'est un vrai 14 et plus, beaucoup de matériel, gros volume. Tu l'as ou pas, celui-là? Il est à la boutique, je l'ai pas ici. Il faudrait qu'on passe à la boutique. Distil, non, j'ai eu des retours. Ouais. Il y en avait un, il y a The Belgian Beer Race aussi, donc c'est un mec qui est fan de bière, donc forcément il les a tous fait. De très bons retours sur ces deux jeux. Il est dur à trouver le Belgian Beer Race. Je crois qu'ils vont sortir. Et puis d'orge de blé qui va bientôt arriver en magasin aussi. Ah mais c'est une nouvelle tendance là. Les jeux à boire. Ah bah oui. Moi je vous fais tout le rayon. Ouais, écoute. Donc voilà, pour moi c'est des jeux où on peut trouver son compte en termes d'investissement. Ouais. Sans pour autant perdre les joueurs, on va dire, avertis. Aguerris, quoi. C'est ça, voilà. Bah alors, mais celui-là, il faudra le tester, ouais. On a présenté ces jeux-là, donc là, c'est les jeux auxquels vraiment tu joues un peu actuellement. Oui. Ouais. Après, il y a des petits jeux que j'ai pas ici, mais le vieux Codex Naturalis. Pareil, c'est du placement et du scoring qui est excellent. Le Conspiracy, le petit frère d'Abyss, qui lui a un format excellent parce que beaucoup de réflexion, mais en 10 minutes, la partie est faite en fait. À 2 joueurs, ça peut être un très bon duel, ça peut être, ça se joue jusqu'à 4. Donc on peut avoir différentes versions. Et puis sinon, en ambiance, en récent, arrivé à la boutique, j'ai Infernal Wagon, un jeu en 7 minutes. 7 minutes aussi. 7 minutes, le jeu. Et Cheese Master. Okay. Je vous les présente. Allez. Alors les boîtes ne sont pas ouvertes. Alors Cheese Master, c'est les tormeaux fromage. Ah mais c'est les petites collections de Yellow, ouais. Les mini games de chez Yellow. C'est qui font des bons jeux en général. Donc. Cheese Master, c'est des chaises musicales sur table. Okay. Alors vous allez partir sur la version de base, c'est-à-dire... Le jeu de cheese musical, pas mal, le jeu de mots. Les 3 dés jaunes. Nous sommes 3, vous prenez 2 meules de fromage, donc le nombre de joueurs moins 1. Et donc forcément, il va falloir se battre pour récupérer les meules de fromage. Chacun à notre disposition, nous aurons des cartes numérotées qui vont de 7 et plus à 0. Et le joueur actif lance les dés. Et qu'est-ce qui va se passer? On va compter le nombre de fromages et on va y retrancher tous ceux qui peuvent manger du fromage. C'est-à-dire qu'ici, nous avons 3 morceaux de fromage et nous allons enlever 2 morceaux puisqu'il y a 2 souris. Donc le but, ça sera de faire le plus vite possible pour récupérer la meule de fromage et de la poser sur la carte, enfin l'assiette 1, puisqu'il nous reste un morceau de fromage. C'est le plateau, quoi, le plateau à fromage. Exactement, voilà. Mais attention, par exemple, une souris peut être chassée par un chat. Et à ce compte-là, donc la souris est chassée, le chat ne mange pas de fromage. Tu veux dire c'est un mélange à Exploding Kittens? Exactement. Ça va exploser, attention. Le kitten sort de la boîte, vient manger la souris, ce qui fait que le fromage est intact, donc il nous reste 3 morceaux. On doit chercher l'assiette numéro 3 et y placer la meule le plus rapidement. Si on fait une erreur, ou si on est le dernier à placer sa meule de fromage, enfin si on n'a pas de meule, on perd un point, on part à 7 points tous et on va éliminer comme ça nos adversaires. Voilà, et pareil, on a 3 dés supplémentaires qui apportent des nouveaux animaux, des nouveaux personnages pour compliquer la partie. Ah ben, j'avais pas du tout. Il vient de sortir celui-là? Alors celui-là, il vient d'arriver en boutique, mais non, il a quand même. Je sais pas le dater, mais ouais. Ah, il est là. Voilà. C'est le petit jeu de Cheese Master. Comme tout de Dungeon, tout ça. Exactement. Voilà, High Risk, Tootsie Moussi, Shoten Totten. Chez la collègue, j'adore. Ouais, mais ils sont plutôt bien. Ouais. Ici, on est sur un jeu coop en 7 minutes. Si le format avait été encore plus petit, on pouvait le mettre dans la poche. Vous avez une pile de cartes.
Donc c'est des dominos, il faut associer certains symboles avec d'autres, sinon vous appliquez un effet négatif. L'effet négatif, il est que nous sortons d'une mine qui vient d'exploser et nous avons ces cartes sur lesquelles nous allons déplacer notre wagon le plus vers la sortie. La sortie se situe à la fin de la pile de cartes. Ouais, c'est pas logique. Et si nous n'associons pas les bons symboles entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des pépites d'or, des chapeaux de cow-boy, des dollars, l'effet négatif sera de supprimer des cartes derrière le wagon. Si à un moment on vient jusqu'à supprimer la carte sur laquelle est le wagon, on a été soufflé par l'explosion, on perd la partie. Ou si on est au-delà de 7 minutes. Il y a un très bon taux de réussite et toujours un petit contenu additionnel à l'intérieur pour complexifier la chose. Interdiction de parler, interdiction de communiquer, des cartes un peu plus compliquées, des cartes malédiction. Vous avez quand même tout ce qu'il faut pour jouer vite. Vous n'avez pas besoin de chaise parce que le jeu fait que de manière hystérique, vous allez vous lever pour avoir la meilleure vue sur la table. C'est un jeu pour Guilin, ça. C'est le jeu vraiment dynamique. Voilà, on reste pas le cul assis les sur sa petits chaise. jeux d'ambiance qui marchent très bien, qui s'expliquent, que vous avez vu assez rapidement. Ouais, c'est des bonnes... En général, c'est des bons jeux. Et toi, en tant que joueur, quels sont tes jeux préférés? S'il devait en rester qu'un, c'est compliqué. Alors le paquet de cartes, forcément, il fait son taf. Avec un paquet de cartes, on peut tout faire. Mais j'ai une petite préférence pour Contrario. Un jeu de connaissances et de culture G. On prend des expressions, on les déforme. Et puis, il faut retrouver en fait l'expression d'origine avec ce qu'on nous donne. Ça peut être sympa, ça aussi, c'est un peu... Ouais, moi j'aime bien ce type de jeu. Faux culte, pareil. Là, j'en ai quelques-unes. Je vous fais un petit challenge. Alors, le faux culte, celui-ci, c'est le 2, le pire contre-attaque. Donc ici, j'ai des commentaires. C'est le pire des critiques, c'est ça, YouTube, voilà. Sur ce film, dessin animé. Si je vous dis, comme sorcier, Jafar n'est pas crédible. C'est Aladdin? C'est Aladdin, exactement. Je vous donne une carte. C'est facile, c'est Jafar. Celle-là, elle est un peu plus longue. Le scénario est d'une nullité abyssale, avec tous ces jeunes qui sautent de toit en toit, y compris lorsque marcher simplement dans la rue aurait été plus rapide. Yamakasi? C'est à côté Jeopardy. En fait, c'est ça, tu as la réponse. Pour ça, je te domine. Hein. Attention, Michael Bay nous sert un Toy Story où ça fait boum bam boum boum, mais... ça, c'est inutile. Ça, c'est pour moi, donc... Voilà, Yamakasi, c'est sa cam. Vous en avez pas du tout. Vous avez donc cette version qui est, je trouve, beaucoup plus accessible que celle en format sombre. Et voilà, je sais pas combien de cartes, mais qui vous tireront le sourire. Parce que c'est plus ou moins bien écrit. Comment? Il y en a 224, ils disent. Voilà. Ouais, mais ça a l'air pas mal. Bon, bah écoute. Ça, pas de limite de joueurs, vous pouvez jouer en équipe, en individuel. Avec un sablier ou un chrono, c'est très très simple. Bah, écoute, tout ceci on a testé tout ça un samedi soir. On est à côté, à Bolène. J'en perds ma voix. C'est l'émotion. Au niveau du monde, ça va, ça marche bien? Le samedi, il faut réserver. Samedi, il faut réserver. J'ai 40 places, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être à 35-36 personnes. Il y a souvent des soirées à thème, mais la plupart du temps, je laisse jeu libre, parce que je veux le plaisir des gens quand même, je vais rien leur imposer. Mais c'est vrai que les soirées identité cachée ont bien fonctionné. C'est pas bon, ça. Oh, j'aime bien. Moi, je déteste ça. Traître à bord, loup-garou, Two Rooms and a Boom. Ça permet voilà, de brasser un petit peu, de mélanger, de rencontrer des personnes. Et à chaque fois, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on connaît jamais tout, même pas quand on travaille dedans. Donc voilà, c'est un échange de connaissances. Moi, je t'apprends un jeu, tu m'apprends un jeu. C'est super bienveillant comme monde. Moi, j'aime beaucoup. Donc c'est la tricherie. La tricherie. T'as une page Facebook? Facebook et Instagram. Instagram, ben voilà, on regardera, on réservera un samedi. Orange. À côté du forum. C'est Megarama maintenant. Bah voilà. Mais l'ancien forum, le cinéma. Je ne suis plus à Orange depuis longtemps. Du coup, il y a beaucoup de joueurs en fait. Il y a un réservoir de joueurs sur Orange dans le coin. Oui, parce que donc il y a des vrais joueurs voilà, qui viennent me demander des jeux un peu plus gros, mais il y a aussi beaucoup de gens pour qui ça devient une sortie, comme aller au bowling, comme aller au cinéma. Non, c'est démocratisé. Bien sûr. Parce que quand on aime en plus le jeu de société, c'est vrai qu'on essaie de s'organiser un peu régulièrement pour jouer. Cette semaine, j'ai reçu un centre de loisirs. Animé avec donc, la participation des accompagnateurs,
au moins 5 tables avec 5 jeux en simultané pour 20 enfants. Donc c'était voilà, c'était très cool de partager ça avec eux. Avec les enfants. Non, c'est des jeux qui sont restés sur leurs étagères, ceux-là. Et puis sinon, il y a aussi l'espace carte à collectionner, figurines forcément, et un peu de produits dérivés, notamment les katanas qui viennent d'arriver. C'est un rayon que je compte développer parce que je le trouve très sympa aussi. Mais là, tu nous prends des exemples, mais tu joues à des jeux de figouses un peu? Ah oui, du Warhammer, oui. Ah, du gros Warhammer, du gros velu, Warhammer, quoi. surtout du 40 000. Après, j'ai fait rentrer un peu de Blood Bowl, il y a du Age of Sigmar. Il y a des figurines aussi. Donc, vrai joueur de Wargame, enfin. Oui, j'aime bien. Ouais, plutôt figurines, Oui, parce qu'après, il y a comme celui qu'on a vu là, plus Wargame posé. C'est ça. Même à l'ancienne Seconde Guerre mondiale ou des trucs. Il faudra que j'en ressorte. Là, c'est d'occasion. Ils sont. Je les ai eus de mes grands-parents. Avec les carrés régimentaires et les hexagones et tout ça. C'est ça. C'est vers l'ancienne, quoi. Moi, Smolensk, c'est Africa Corps. Mais moi-même, j'ai jamais été. En fait, j'aime la proposition, mais ça reste trop long. En fait, c'est trop long. Tu as trop de choses à gérer et c'est excessivement. Ouais. Ça reste trop long. Déjà qu'un Warhammer, faut pas du temps. Le format. Mais encore, c'est vrai que moi, j'aime bien la pelletée 2D. J'aime bien. Ça fait toujours plaisir. Ça attire là. Les figurines et les dés. C'est ça. Ah, mais bien sûr, c'est génial. Je plus ce profil-là. Mais j'ai jamais fait de Warhammer classique, donc à l'occasion. Voilà, pour l'instant, je fais des initiations peinture, mais je vais bientôt faire des initiations au jeu aussi. Ouais. Donc, faut pas hésiter. J'essaye d'être un maximum actif sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Sur Facebook. Et des jeux de cartes un peu classiques façon Magic ou d'autres. Oui, j'en vends, mais ça, c'est vrai que Magic, c'est un peu moins mon rayon. Pokémon un peu plus, mais après Pokémon, c'est beaucoup de la collection. Magic, j'ai pas encore mis assez le nez dedans. Il y a trop de trucs. Comment? Il y a trop de trucs. Non, je pense qu'on a passé un peu la mode des jeux à collectionner avec l'investissement que ça demande, que ce soit d'argent et de. Pour Pokémon, Pokémon vit bien la crise, je pense. Même Magic, il survit, il est toujours là, il respire encore. Oui, quand on voit les prix des collections. C'est que ça suit derrière. Ouais, et puis c'est un truc, c'est quand tu commences à mettre le nez dedans, c'est que tu commences à avoir une collection dessus, donc c'est un investissement, donc tu vas rester sur le jeu. Il y a une partie spéculation et tendance qui fait que les produits prennent de la valeur. Donc acheter maintenant, c'est peut-être gagner de l'argent dans 2 ans. C'est bizarre de dire ça, il y a rien de garanti, mais à Pokémon, il faut voir la tendance. Hein. Un produit peut quasiment doubler. En fait, j'ai déjà trop vieux pour me lancer dans Pokémon, donc moi c'est plutôt beaucoup plus adulte qu'on croit un Pokémon. Sans doute. C'est juste que l'univers qui t'est proposé au départ, que ce soit les jeux Game Boy et après les dessins animés, j'étais. Les jeux étaient bien, les premiers jeux. Attends, ils sont cultes. Oui, non, c'est même pas un jugement de valeur. C'est juste que je n'avais même plus trop l'âge d'essayer. C'est comme ça. Bon, très bien. Merci. Donc du coup, on passera un samedi. Je réserverai. Moi, jeudi soir, mais nous, on est dispo le jeudi. Un jour ou une nuit. On jouera. La soirée. Avec plaisir. Merci encore. Rebonjour. Alors, il y a plein de figurines, on est dans un Catan quand même. Beaucoup modifié ou qu'est-ce que vous en pensez pour un Alors, mais il y a le mur carrément. Le jeu de base est là. Comme toutes les adaptations de Game of Thrones en jeu de plateau, il y a des personnages en plus qui vont rajouter des pouvoirs et des mécaniques supplémentaires. Et en plus, à chaque fois qu'on va construire, comme à Catan, des colonies ou des villes, ça va générer des sauvageons sur ces pistes. Les sauvageons vont petit à petit s'accumuler devant le mur. Si le nombre de sauvageons dépasse le nombre de gardes du mur, celui qui en place un dégage, et les sauvageons vont se répandre et bloquer les ressources comme un Catan classique. Ok, donc on est bien dans la thématique de Game of Thrones. On est bien dans la thématique. Alors, et on retrouve du Catan. C'est plus la garde de nuit que Game of Thrones classique. Pour ça, il faut faire du vrai 32 fer, ce qu'on fera cet après-midi. Mais oui, il y a toujours cette petite mécanique supplémentaire qu'on retrouve dans toute la gamme 32 fer. Parce que moi j'ai le risque 32 fer, c'est pareil, il y a les personnages, il y a tout, ça rend les trucs. Enfin, voilà, j'ai le Monopoly 32 fer. Il y a une carte, ça ravage l'autre. Enfin, c'est mortel. Alors le risque, c'est celui que j'ai testé où tu as la grande carte des royaumes et. Oui, il peut jouer à 7. 5 sur la carte de Westeros et 2 sur la carte d'Essos, le second continent. Et on peut combiner les deux. Voilà. J'essaierai de le sortir peut-être ce soir.
on verra. Alors celui-là, par rapport à Catan classique, donc tu le conseillerais davantage avec cette thématique? Alors tous ceux qui ont bien aimé Catan, qui veulent rajouter du peps dessus, je le conseille vivement, parce qu'effectivement le coût des personnages, le vol des ressources, les chances, ça rajoute, voilà. Le coup des sauvageons, ça met la pression parce qu'on perd assez facilement. Si les sauvageons ils brisent le mur 3 fois, on a perdu. Les figurines, elles vont pas sur le plateau général. En fait, c'est un plateau réservé où les figurines vont apparaître. Alors si, elles vont s'accumuler là, et s'il y a une brèche, elles vont se mettre ici. Elles vont bloquer les ressources. C'est comme le voleur. C'est comme le voleur. Alors sachant que les sauvageons normaux s'accumulent, ceux avec les typiques passent tout de suite le mur, et que les géants, tu les gardes. Ok. Bah ouais, c'est une proposition intéressante, hein, différente du Catan de base, mais qui attire l'œil. Bon après, il faut aimer le crâne de fer aussi. Hein. C'est un peu plus long que le classique alors, parce que là, il y a 1h30. Et franchement, moi j'ai déjà perdu en 10 minutes. Oui. Et sinon, c'est à peu près classique. Ok. Ah bah bonne partie, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. On fait le tour des tables et on regarde un peu les jeux et on fait un peu parler les joueurs. Vous connaissez Splendor? C'est votre première fois? Oui, c'est notre première fois. Un peu, mais ça vient. C'est pas le plus compliqué. On voit que vous avez quelqu'un pour vous expliquer petit peu les règles. J'adore le nom de l'association. Hein. Token to Me. Alors c'est pas l'association. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais on est une boîte en auto-édition. Donc je suis auteur de jeu. Ah, d'accord. Et je donne un coup de main à expliquer un jeu qui n'est pas le mien. Ok, vous êtes une boîte de jeu, you Token to Me. Voilà. Ah, ça, c'était ton jeu en fait là-bas? Ouais, c'est ça. D'accord. Lequel? Celui sur la table, tu vois, au centre. Alors non, c'était Ed, c'est association. Voilà. Et puis nous, on a été invités et on a pris l'occasion. Ah ben on joue, on lui fait une petite interview, prendre le nom, il est quasiment imprononçable. Hein. Verdrofrofre. Est-ce que vous êtes passé par un financement participatif ou... Ouais. On est passé, en fait, on est passé par un Kickstarter pour Vetfall. On est passé par un Kickstarter, donc ça a bien marché. C'est une petite production, on est en auto-édition, donc là on a 1500 boîtes. Donc, mais ça marche bien. C'est quand même pas mal. Non, ça va. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc on est venu, là on a été invité, donc on est venu présenter le jeu, etc. C'est l'occasion parce qu'on a des amis à Mallecène, on s'est dit bah tiens on coupe le. Mais il sera disponible en retail du coup le jeu? Alors pour l'instant, comme on est en auto-édition, on a réussi à avoir un prix qui nous permet d'attaquer la distribution. Donc si on trouve un distributeur, on ira avec le distributeur. Sinon on va se vendre à travers les festivals et on a un site internet pour la vente du jeu. Et vous allez à Cannes ou... Alors à Cannes on y va en dilettante, parce que les prix des stands sont un petit peu voilà. Ah bah c'est vrai que là il y a tellement de monde que ça doit faire monter les prix. Ouais, en fait on est passé, on y allait une première année, on était en jeune créateur, c'était à 600 €, et 9 mètres carrés, une table, 4 chaises. Et là on n'est plus en jeune créateur, donc ça passe à 1175 €, les 4 tables, la table, les 4 chaises et les 9 mètres carrés. Donc petit éditeur, c'est voilà. Sans compter les options, parce que maintenant apparemment ils ont remis des options sur la situation, si on veut être contre un mur, au milieu, enfin bon bref. Donc Cannes on y est en dilettante, parce qu'on va rencontrer d'autres auteurs. Et oui, c'est ça, comme tout le monde se rassemble, c'est un carrefour. En tant qu'éditeur, on va rencontrer d'autres auteurs, on est en train de regarder. Et ce qu'on a fait aussi pour Cannes, parce qu'il y a une toute petite polémique au niveau de Cannes, c'est qu'avant, tu avais les nuits du off avec les auteurs qui venaient présenter leur jeu. Et les nuits du off sont devenues payantes et ils font payer les auteurs. Sérieux 15 € pour un auteur pour présenter une table. C'est pas hors de prix, mais bon. C'est pas hors de prix. Et nous, on s'est dit, petit éditeur, on va faire le tché. Donc, on a acheté des places pour les nuits du off qu'on offre à des jeunes auteurs pour qu'ils aillent présenter leur jeu. Et on va leur offrir, on offre 8 places. Donc on va permettre à 8 auteurs de faire les nuits du off sans qu'ils débonsent les 15 €. Alors, je me pose quand même la question, parce que l'histoire de 15 €, j'ai l'impression que c'est juste un peu comme les places payantes quand on veut se garer, parce qu'il y a tellement de monde qu'on est allé dans l'off. Alors il y a beaucoup de monde. C'était gratuit. Il y a un effet psychologique, c'est que les off, ont toujours été gratuits. Et quel que soit en France, partout où vous faites du prototype, le prototype a toujours été considéré comme gratuit. C'est-à-dire tous les festivals, les éditeurs payent leur place sur certains festivals et les prototypes venaient gratuitement, prenaient des tables supplémentaires. Le problème, c'est que c'est la première année, c'est la première fois qu'un festival en France fait du off payant. Donc c'est là où ils font un peu un bad buzz sur ce côté payant. Voilà. C'est un choix bizarre de leur part, mais bon, on leur demandera, parce qu'on y va à Cannes. Après, il faut tomber sur un des responsables. On fera avec les t-shirts et on va faire le tour. Mais c'est bien d'avoir une impression. Après, le choix aussi de dire, c'est que le problème, c'est que Cannes,
sur des gros éditeurs, des gros distributeurs, effectivement, que ce soit payant, pourquoi pas. Le problème, c'est que sur les petits éditeurs, ils sont chers. Ils sont chers par rapport à nos budgets à nous. Déjà, en fait, tous ceux qui vont aller au off, souvent, c'est un peu aux quatre coins de la France, donc il faut qu'ils se déplacent. Il y a déjà un investissement, même nous, on va s'y rendre, donc il faut le logement, il faut aller là-bas, ils ont leur prototype aussi. Ils ont augmenté le prix des billets d'entrée aussi pour les professionnels et les semi-pros. Ah oui, c'était... D'accord. Ils ont bien augmenté. Ils ont fait aussi du tri au niveau des jeunes youtubeurs, etc. Parce qu'il y a des youtubeurs, j'ai vu passer un peu sur le Facebook. Oui. Il y a des youtubeurs qui faisaient que quelques vidéos à l'année. Ils ont considéré qu'ils n'étaient pas professionnels, donc ils n'ont pas pu bénéficier du badge pro. Voilà, il y a eu 2-3 petits trucs cette année. Mais non, il y a vraiment trop de monde. C'est vrai qu'après ils ferment. En fait, le problème, c'est que le Festival de Cannes, qui est une société privée, en fait, ils ont un festival, donc ils ne vont pas délocaliser sur une autre salle de Cannes pour être plus gros. Et le souci, c'est qu'ils sont victimes de leur succès, c'est qu'ils ont trop de monde par rapport, je dirais, à la superficie de Cannes, qui est non pas une jauge Covid, comme à l'époque on peut penser, mais une jauge CO2. C'est-à-dire qu'ils sont victimes d'une quantité de personnes qui peuvent rentrer dans le festival, tout bonnement. C'est vrai qu'il y avait du monde quand on y allait. Oui, non, en plus, on n'était passé que le vendredi, et comme ils avaient fermé la billetterie le samedi matin, parce que c'est trop de fréquentation. C'était intenable pour le... C'est ça, c'est ça. Mais on ira à Cannes pour rencontrer des auteurs. Bon, on va parler un peu plus du jeu. Donc là, je vois quand même c'est surtout des cartes. Oui, alors déjà le nom. Vetfolnir. Ça veut dire bourré. C'est imprononçable. Hein. Et c'est pas le pire dans les légendes vikings, hein, parce que dans les légendes vikings, des noms imprononçables, il y en a encore pire. Vous avez pas un peu peur justement que le nom qui est difficile à retenir et à prononcer? Non, parce que alors c'est pas de l'étude de marché, mais je prendrais le cas de Nivadelia, qui était déjà un nom avec un jeu avec un nom imprononçable, qui est grenoblois aussi. Il y a peut-être une spécificité grenobloise, hein, faut voir. C'est le côté viking de Grenoble. C'est le côté viking de Grenoble là, qui ressort. Non, en fait, dès que tu fais un jeu dans une thématique viking, le problème c'est que tous les trucs classiques, Yggdrasil, Ragnarok, j'en passe, c'est des meilleurs, c'est déjà tout dit. Donc tu te dis zut, je vais faire un jeu viking, comment je l'appelle? Et il y a Flavio Cool. Voilà, c'est un peu comme ça. Et en fait, si tu veux, j'avais la mécanique, et quand moi je fais du jeu de rôle depuis l'âge de 13 ans. Donc je suis passionné de mythologie, etc. J'ai regardé la mythologie nordique qui pouvait correspondre à peu près à ma mécanique. Et je suis tombé sur la légende de Vetfolnir qui est super. Donc en fait, à la base, tu as Yggdrasil, l'arbre monde. Dans les racines de Yggdrasil, tu as Nidhogg, les serpents qui rongent les racines. Qui mangent les âmes. Qui mangent l'arbre monde. Tout en haut, tu as Vetfolnir qui est l'aigle. Voilà. Okay. L'aigle ne peut pas blairer le serpent qui est en bas. Donc ils s'insultent à longueur de journée. Mais comme ils sont très éloignés, tu as un petit écureuil qui s'appelle Ratatosk qui colporte les insultes de l'aigle au serpent. Bon, il est dit dans l'histoire que de temps en temps Ratatosk en rajoute un petit peu, histoire de faire monter la sauce. Et donc en fait, ce qui surtout, c'est que la constellation chez les Vikings, la constellation de l'aigle avait 12 étoiles. Et le but du jeu, au niveau des cartes, pour chaque joueur, c'est de récolter 12 étoiles pour avoir le pari. Ça tombe bien. Donc du coup voilà, on a la thématique connaît bien au système de cartes. Alors ça se rapproche de quoi en termes de mécanique? Alors c'est un jeu de plis. Oui. Donc on va faire des plis à la fin du jeu. C'est celui qui a fait le plus de points qui gagne. Oui. Voilà. La petite spécificité, c'est que tu ne vas pas forcément décider des cartes que tu vas t'attribuer. Tu peux pas faire 12 comme ça. En fait, le but du jeu, c'est que... Montre-nous un peu avec la carte, justement, vas-y. Alors, à ton tour, donc, comme on disait, tu vas... on va essayer de récolter, donc, on joue des Volvas, c'est des sorcières de clan viking, et on va essayer de récolter les faveurs d'Odin et de Thor sur notre clan. Donc, on va collecter des cartes runes, Thor ou Odin. Donc, sur une carte, tu as à chaque fois 1 à 3 runes sur le côté. Voilà, donc Odin, Thor. Et tu as des petites étoiles, ça va de 0 à 4 étoiles. Donc comme je disais, au fur et à mesure, tu vas poser les cartes devant toi. Donc ça permet à chaque joueur de voir combien de cartes, combien d'étoiles il a récolté et combien de runes il a récolté. On a une bonne lisibilité. Voilà. Très bien. Donc, si un joueur arrive à exactement 12 étoiles, tac, il va récolter les cartes qui sont devant lui et les cartes qui sont dans la zone de pari. Il fait un énorme... Par contre, si un des joueurs récolte plus de 12 étoiles, il passe à 13, il est sorti de la manche, et c'est les autres joueurs qui vont se partager le pari. Okay. Celui qui aura le plus de runes de Thor va prendre les runes de Thor du milieu,
celui qui a le plus d'or une donnée va prendre une donnée. Il y a un côté blackjack. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ouais, t'as un côté blackjack. Exactement, t'as un côté blackjack. Bon, ça c'est les règles de base. T'as 5 cartes qui vont changer un peu la physionomie du jeu. Donc t'as 2 types de cartes qui vont te changer en fait le nombre d'étoiles à récolter. Tu vois. Okay. Ouais, donc 8. soit 8 ou 16. Voilà. Donc si t'étais déjà au-dessus de 8, tu perds la manche, etc. Tu as Loki qui va défausser la dernière carte de la pile de quelqu'un. Okay. Tu as Sleipnir. Quand tu as un Sleipnir, immédiatement, tu poses ton Sleipnir, immédiatement, tu prends une carte de la pile, tu te la rajoutes. Tu te la rajoutes, ok. Et tu as les normes, c'est le Joker. Donc le Joker, tu le poses à côté de toi, tu as le droit qu'avoir une norme, tu peux pas en avoir une deuxième et défausser. Et à n'importe quel moment, ça te permet de refuser une carte. Ok. Donc tu refuses la carte, tu défausses. Voilà. Comment ça se joue? En fait, le joueur à son tour, il va piocher à l'aveugle un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus une. Donc t'es 3 joueurs, tu pioches 4 cartes. Tac. Et c'est bien, je te dis, c'est à l'aveugle. Si tu ne les retournes pas. Tu retournes ta première carte, tu la donnes à qui tu veux dans l'ordre que tu veux. Voilà. Et tu vas faire ta distribution jusqu'à ce que tu aies donné les 4 cartes. Ok, ouais, c'est le draft, mais draft aveugle. Ouais. À la fin de ton tour, tu vas forcément distribuer une carte à tout le monde et une carte dans le pari. Voilà. Donc tu as 2 situations. Soit c'est toi qui distribue les cartes et tu es proche des 12. Donc tu vas essayer de faire un petit coup de stopper encore en disant hey, je vais trouver la carte qui me permet d'aller jusqu'à 12. Puis peut-être que tu auras une carte qui te fera dépasser les 12 malheureusement. Ouais. Soit la personne en face, c'est elle qui a les cartes. Il y a quelqu'un qui est proche des 12 en face, c'est est-ce que je le fais tomber? Est-ce que je suis supérieur aux autres en nombre de runes pour pouvoir récupérer les cartes mieux? Ok, ouais, donc. Voilà. Et tu as une petite courbe d'apprentissage parce que bien évidemment, la répartition des cartes entre 0 étoile, 1 étoile, c'est pas les mêmes. Oui, parce que après, il y a toujours un peu de méta. Donc après, tu as un petit coup, comme ça se joue, on finit qu'on a fini le paquet, mais finalement, ça se joue assez rapidement. Et après, tu peux jouer ça vraiment, tu vois, comme des versions de soirée tarot, en disant on le fait en temps de points. Ah ouais, et puis c'est le premier qui atteindra tant de points, quoi. J'aime bien la boîte, hein, regarde. Alors, en termes de fromage, elle est bien faite, la boîte. Oui, la boîte, effectivement. Alors, la boîte. Tu vois, on est joueur. Donc, comme on est joueur, quand on a fait le financement participatif, j'ai eu des réflexions des joueurs qui me disaient ouais, c'est un jeu de cartes, nous on aime bien protéger les cartes parce que quand tu joues beaucoup. Je suis d'accord. Et ben, on a calculé pour que toutes les cartes, une fois slivées, elles rentrent dans la boîte. On est d'accord que c'est couillon, c'est qu'au départ, moi je slivais pas du tout, mais à force d'acheter des jeux en plus de plus en plus chers, t'as pas envie de les abîmer. T'as les deux, parce que nous on a des joueurs qui aiment bien les cartes une fois qu'elles sont bien patinées et machin. Ah, oui, moi j'aime pas parce que je trouve que de temps en temps tu peux avoir des cartes marquées, du coup ça te casse un peu. Oui, c'est vrai. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la version 3 prototype de ce jeu a été testée pendant 2 ans en proto. Et au bout de 2 ans, les cartes slivées, on les sort du sleeve, elles sont encore en état, elles sont propres. Mais oui. Donc c'est vrai que au fur et à mesure de jouer, de rejouer le jeu, on est content au bout de 2 ans que le prototype soit toujours en bon état. Parce que les cartes ça s'use tellement vite, quoi. Voilà, donc c'est voilà. Même moi qui étais un petit peu plus réticent au sleeve parce que j'aime bien. Le contact des cartes, j'aime pas trop le contact. Je suis joueur de tarot à la base. Mais il a fini par me faire aimer le sleeve, parce qu'effectivement, 2 ans de tests, on fait festival sur festival avec un jeu, effectivement, vous êtes content de garder le prototype en état. Et quand on le présente, il vaut mieux avoir des cartes en bon état que des cartes très usées. Après aussi, c'est comme c'est un jeu de viking, tu joues souvent avec des bières sur la table, et quand tu renverses tes bières sur les cartes, ça pardonne pas. Ça tombe vite dessus, quoi. Ouais, donc dans le jeu de base, si tu veux, alors t'as le jeu de base, et ce que j'ai fait aussi, c'est que le jeu il est complet. T'as 2 extensions qui viennent compléter le jeu. Une fois que tu maîtrises bien le jeu de base, tu peux rajouter. Donc en fait, chez les Vikings, t'as 3 saisons. T'as l'été, le printemps et l'hiver. Pourquoi il n'y a pas l'automne? Je sais pas, ils aiment pas le jaune, les feuilles mortes, machin. C'est pas assez romantique pour eux. Donc l'hiver, ça te rajoute une stratégie avec des runes négatives, donc ça te change tout à fait la stratégie du jeu. Et le printemps, c'est un truc où tu vas avoir beaucoup plus de tirage de cartes, etc. Donc tu peux soit mettre une extension, soit mettre l'autre, soit mettre les deux. Donc après ça permet en rejouabilité d'y aller tant qu'on veut, quoi. Alors, toi en tant que... Oui, pardon. Donc en fait le jeu, tu vois, 22 € pour une petite boîte, c'est pas très cher. Il y a un putain de thermoformage, quoi. Donc les grosses boîtes à 70 balles qui nous proposent rien, ils n'ont pas d'excuses pour moi. Donc, Alors là tu rentres dans un vaste débat, tu vois, c'est quand tu passes de l'autre côté de la barrière avec tes éditeurs. Ah. Parce qu'en fait, tout se déroule de là où tu vas faire fabriquer ton jeu, malheureusement. Les conditions de fabrication de ton jeu et comment ça s'est passé. Tu prends par exemple, si tu fais de la fabrication en Pologne, les boîtes de jeu ne sont pas capables de te faire de la boîte personnalisée.
Donc ils ne te proposent que des boîtes standards. Donc c'est pour ça que tu n'as pas de thermoformage dedans. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs qui font quasiment pas de thermoformage parce que voilà. Et tu te retrouves avec une boîte comme ça et ils vont te dire ah bah tiens ça rentre pas dans telle boîte, donc on passe à la boîte de dessus et tu te retrouves avec une jolie boîte que tu secoues en magasin et qui fait notion, c'est qu'il y a une notion aussi d'écologie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent qu'ils préfèrent avoir du vide dans une boîte, ne pas avoir notion de thermoformage pour des notions d'écologie, mais ça ne leur empêchera pas de remettre des sachets derrière. Ouais, donc c'est un peu surtout pareil. si on prend des sleeves, parce que bon, c'est pas très écologique. Mais en fait, c'est des choix éditoriaux que font chaque éditeur de dire est-ce que je mets un thermoformage, est-ce que je mets des séparateurs carton, est-ce que voilà, c'est des choix. Sauf que derrière, à chaque fois, c'est des coûts. Moi, en tant que joueur, j'aime bien quand je sors un jeu, tu as ton thermoformage et ça te fait ta prépa de jeu. Oui, voilà, et tu te dis, c'est bon, mon jeu, il est déjà préparé. Si tu dois déjà passer un quart d'heure à trier tous les pions, les machins, etc. Déjà, moi, c'est rédhibitoire pour moi. Maintenant aussi. Ça peut se comprendre qu'un éditeur décide de mettre un thermoformage parce que ceux qui dirigent décident de dire je veux un jeu bien rangé, et puis d'autres décident de dire non, mais moi je préfère un jeu, je veux pas de thermoformage, je veux pas de plastique. Mais il y a un entre-deux. Là, j'avais pris Summoner Wars, la boîte, il y a beau avoir des cartes, il n'y a rien pour ranger les cartes. Donc on les met dans un petit sachet, mais tout se balade dedans. Voilà, c'est ça. C'est trop. Là, en même temps, ça t'ouvre le marché à tous ceux qui font des rangements, des inserts. C'est chiant, des fois plus cher que les jeux. Des fois, l'insert est plus cher que le jeu. C'est incroyable. Mais voilà, donc c'est vrai que tu vois, comme on est joueur, on a essayé de se dire, on fait petite production, on essaie de faire un produit qui est classe, pas trop cher. On va pas se voilà. Il est pas cher. On fait pas trop cher. Il y a d'avoir pas mal de cartes. Et donc t'as 220 cartes. Ah ouais, c'est pas cher. Un autre truc que j'ai rajouté parce que ça m'a été demandé pendant le prototypage, on m'a demandé de rajouter un mode solo. Parce que c'est très à la mode maintenant les modes solo dans les cartes. Je suis preneur du mode solo. J'ai rajouté un mode solo. Il y a une demande. Et puis en plus, l'avantage du jeu s'y prêtait bien. Un jeu de cartes, j'irais avec le côté parchemin de la carte. De le faire en mode solo, tirage de cartes, ça va être de la gueule. On a joué ça là-dessus, quoi, donc... On va le tester, non? Ouais, on va le tester. Alors, toi, en tant que créateur, pour la genèse du jeu, donc tu t'es un peu inspiré de... Quels étaient un peu tes goûts et qu'est-ce qui t'a un peu amené à ce jeu-là? Alors, en fait, comme je te disais, je fais du jeu de rôle depuis l'âge de 13 ans, donc ça fait 35 ans. On prend vieux là. On est tous un peu vieux. Ouais. Et si tu veux, avec le jeu de rôle, ce qui est rigolo, c'est qu'on a vraiment vu, donc on était là sur les premiers temps du jeu de rôle en France, et puis on a bien vu l'apogée du jeu de rôle. Après, tu as eu World of Warcraft, et là, le jeu de rôle a pris une claque. On avait commencé à se prendre une petite claque avec Pradel et Mireille Dumas. Il y a eu 2 émissions, Balémas, etc. Qui nous ont bien diabolisé, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus tout le cas. En fait, ça paraît tellement grotesque quand on revoit les reportages. Tu regardes, à côté, il y avait Carpentras. Quand il y a eu l'histoire du cimetière Carpentras, les premiers qui avaient été pointés, c'était des rôlistes. Parce que ça ressemblait à des trucs sataniques et qu'il n'y a que les rôlistes qui faisaient ça. Donc bon. Mais je pense que c'était, on va dire, une activité très méconnue. Du coup, c'est ça. Un amalgame. Et par contre, si tu veux, pendant les jeux de rôle, avant qu'on fasse des parties de jeux de rôle, on avait l'habitude de faire des petits jeux ou de temps en temps, puis ça nous a apporté sur des gros jeux. Mais on n'était pas sur le jeu de société moderne. T'avais encore le Monopoly, machin. Et c'était des gros jeux. Donc alors pour des jeux, t'avais Runta, où tu joues une république bananière avec une partie wargame. Donc c'est la partie, ça te faisait l'après-midi. Puis t'avais pas d'amis à la fin de l'après-midi. T'avais Nuclear War. Je sais même plus, tu vois, si ça ressortirait maintenant à Nuclear War. Tu joues une puissance nucléaire et tu t'échanges. C'était des jeux très longs et aussi très punitifs. Ouais, c'était voilà. Donc t'as eu des trucs comme ça. À la table après. Et après, si tu veux, avec le déclin du jeu de rôle, on a vu arriver les jeux de rôle modernes. Donc on a vu arriver Catan, on a vu arriver Carcassonne. Mais c'est les classiques. C'est des grands classiques qui sont arrivés. Magic MC Catherine. T'as Magic qui est arrivé. T'as toute l'armada de ce que j'appelle les cubes en bois d'Allemagne qui sont arrivés. Avec des jeux qui étaient plus ou moins longs. Et puis on est arrivé à des sessions de jeu où t'arrivais à 45 minutes de session de jeu. Donc c'était plus l'après-midi et tout. Tu pouvais enchaîner les parties. Des règles qui étaient assez simples. Et puis tu pouvais commencer à faire jouer, tu peux faire jouer ta copine qui te regardait parce que les JDR elle y comprenait rien et là tu pouvais partager un peu ta passion avec. Et on a vu un peu cette apogée, tu vois, on a suivi toute cette apogée.
Donc de suivre cet apogée, on s'est retrouvé, lui c'est un vieux de la vieille avec moi de Rollis. On a le troisième larron qui est pas là, on s'est connu par le jeu. Et j'ai eu en fait la chance que le mari de l'associé de ma femme crée des jeux. Donc j'ai relu les règles, je l'ai aidé sur la relecture des règles, les bonus, et lui il s'est lancé, il a fait une édition de jeu. Et c'est un bon apprentissage, c'est comme être assistant réalisateur. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, on a fait de l'animation pour ces jeux. Donc on s'est retrouvé à faire tous les festivals, Cannes, machin. Et là, tu commences à passer de l'autre côté de la barrière. Et oui. Et c'est là où tu t'aperçois la distribution, tu fais de l'animation, donc la distribution suivant les pays, la fabrication, et tu vois aussi la fabrication par les pays, l'édition. Puis tout ça, ça a été qu'un cas, jusqu'à 2019, Covid. Ça fait du mal à beaucoup de gens. Hein. Ouais. Et Covid, en fait, on s'est tous retrouvés un peu comme des imbéciles coincés chez nous. Et avec Stéphane, on se faisait des apéros Skypés, hein. Je pense qu'on a été nombreux à faire des apéros Skypés. On a été nombreux aussi à s'organiser des parties de discussion de jeux sur Board Game Arena, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Par contre, ça a aidé ces genres de plateformes. Ouais. Et en fait, du coup, on s'est dit, lui, il avait créé un jeu, le premier qu'on a sorti, qui est un memory coopératif familial. C'était pour expliquer à nos gamins pourquoi on était enfermés, pourquoi on était... parce qu'il y a une Covid. Donc, t'as des habitants, t'as des microbes, donc tu retournes un microbe, t'as la santé de l'équipe qui se dégrade, et puis si tu retrouves une paire d'habitants, tu les sauves. Tu joues tous ensemble. Ça a vachement servi pour expliquer à nos gamins. Puis je lui dis, tiens, c'est pas con comme idée. Et on a une copine qui est arrivée qui fait, qui est illustratrice, qui fait, l'idée me plaît, je vous fais les illustrations. Ça aide aussi d'avoir quelque chose. On a les illustrations, on a un concept. Allez, on se lance. On commence à avoir une équipe. Ouais, on a une équipe, on se lance. Et du coup, on a fait un premier financement participatif qui nous a permis de faire Utopian to Me. Puis on s'est dit, attends, on fait une petite production pour l'instant, advienne que pourra. Si on tombe sur un distributeur, super, voilà. Ça nous permet, tu vois, de calculer un peu les jeux. Là, on a des jeux qu'on est capable de vendre en magasin. Ouais. Voilà. On est capable aussi de passer par un distributeur. VED, on est bon. Le troisième qui arrive, on sera encore plus capable. Et puis de monter en puissance comme ça. Puis en attendant, on fait le tour des festivals pour se réinventer. De créer notre maison d'édition, Utopian to Me. Voilà, tout bonnement. Donc sur le premier jeu, ça crée Utopian to Me. Et le deuxième jeu qui nous permet de dire marche après marche, de dire, la deuxième marche, c'est de dire, voilà, maintenant on va pouvoir passer le jeu dans le circuit de distribution. Donc on va commencer à attaquer, les magasins. Et puis petit à petit, la distribution viendra après. Voilà. Donc on monte les marches une à une. Voilà. Et on espère, on espère que le troisième jeu nous permettra aussi de passer édition, parce que là on est en auto-édition. C'est des jeux qu'on a créés, mais on a déjà repéré 2-3 auteurs, on a déjà leur prototype, et d'éditer leur proto. Donc monter comme ça en puissance, quoi. Et puis on va voir comment nous mène l'aventure, hein. Si ça marche, ça marche. Oui, après ça c'est l'avantage du financement participatif. Ça fait de la publicité, ça fait un peu aussi d'argent. Hein. Voilà, donc voilà, c'est là où on en est. Écoutez, on vous souhaite le meilleur possible pour la suite du jeu. Donc là, ça fait combien de temps? 2 ans, tu avais dit de jouer? Celui-ci, le prototype, on l'a fait tourner 2 ans sur différents salons. Donc on a fait différents salons autour de chez nous dans la région Rhône-Alpes. On a fait aussi Cannes en prototype, et c'est au bout de 2 ans, on dit le jeu il est éprouvé, voilà, on a des bons retours. Bien fait tester, quoi. Voilà. Mais il faut les faire tester, je dirais, sur des salons. Ce que dit Pierre, c'est très bien. Le faire tester, je dirais, par les amis, la famille, il y a toujours une notion de bienveillance. Par contre, le faire tester, je dirais, par des gens qui sont lambda, vous allez être confronté avec des personnes qui vont dire non, il y a ça qui va pas sur ton jeu, il faudrait modifier, il y a ça qui me plaît pas, ou est-ce que vous pouvez rajouter ça ou modifier ça, voilà. Et c'est là où petit à petit tu affines aussi ton jeu et tu te dis ok, là je suis bien. Ça c'est pour le côté drôle, c'est que maintenant comme on est éditeur et qu'on a la page Facebook et qu'on commence à être connu, on commence à recevoir pas mal de gens qui nous envoient des règles de jeu, des prototypes. Et à chaque fois c'est le même truc, c'est tu l'as fait tourner où? Ah mais ça marche vachement bien avec mes amis et ma famille. Va ici dans un salon de jeu, essaye de faire tourner ton prototype, regarde un peu le retour, on en discute après. Oui, et puis je dirais il y a une facilité maintenant à faire essayer ces jeux. Je veux dire, les associations, les festivals. T'as plein. Alors qu'écrivain, c'est peut-être plus difficile de faire lire quelque chose, mais alors que là maintenant voilà, t'as toujours une association, t'as toujours ce qu'il faut à côté. Et surtout qu'en plus, il y a un désir d'essayer à nouvelles expériences, donc les joueurs sont toujours prêts à découvrir un beau jeu. Et puis ce qu'on fait aussi, tu vois, dans la philosophie qu'on a, c'est qu'on partage l'expérience qu'on fait, tu vois, en auto-édition, etc. Donc on partage là avec comme je disais, les jeunes auteurs au niveau de
leur proto, etc. On a des personnes qui veulent aussi se lancer dans l'auto-édition, donc on leur partage aussi l'expérience, on les aide, voire même à filer des outils qu'on s'est mis en place nous, tu vois, les fichiers Excel. On est vraiment dans l'histoire de partager la passion, tu vois, la passion du jeu, de ça avec les gens, quoi. Donc, ouais, parce que souvent, on va dire, chacun apprend sans avoir forcément un soutien de gens déjà expérimentés, et que là, c'est vrai que c'est une grosse accélération, un gros coup de boost de pouvoir avoir des gens qui se sont déjà confrontés à ces difficultés. Ah bah il y a des choses, bah voilà, hein, tu prends des compétences en dédouanement, des trucs que tu n'aurais jamais imaginé. Eh ben oui, forcément. Quand on n'est pas dans le milieu, quel que soit le secteur. C'est ça. C'est ça. Bah tu apprends les normes au niveau des jeux, tu apprends les standards, les petites astuces, tu vois. Les astuces de jeu, tu comprends pourquoi un jeu est noté 14 ans alors que tu peux très bien y jouer à partir de 8 ans. C'est une bonne question. Pourquoi il y a marqué 30 minutes alors que le jeu fait 6 heures? Alors vas-y, réponds à la question. Parce que quand c'est 14 ans, tu es plus considéré comme du jouet. Et donc, si tu es en dessous et que tu as des petits éléments, etc., tu dois passer par un labo qui te teste toutes les pièces, etc. Le labo, tu te fais des certifications jouets. Les réglementations. Et ça coûte une blinde. Oh, j'imagine bien. Putain, j'aurais jamais pensé à ça, tu vois. Ben voilà, c'est une information intéressante. Et oui, des choses comme ça, on peut être pris au piège. J'ai pas pensé à ça. Eh ben voilà, bah, tu prends un jeu qui marche très très bien avec des aimants en ce moment, tu verras qu'il est marqué à partir de 14 ans, alors que tu dis c'est bon quoi, un gamin de 6 ans il peut jouer, c'est pas hyper compliqué. Bah, c'était juste pour louvoyer le... Tu lances un peu en édition et dire ouais, mais on a mis c'était accessible 8 ans, mais vous avez les bons papiers. Non mais c'est ça, au début il a eu des... Pourquoi tu as mis 14 ans, il avait expliqué, c'est juste pour... justement quoi. Bon écoutez, super esprit, et on souhaite vraiment beaucoup de succès au jeu. Et ben merci. On va le tester de toute façon. Mais on va le tester. Je fume une cigarette et après on va le tester. Très bien. Merci encore. Merci. Il est à 4 points, donc il peut quand même faire un 8, il peut quand même gagner le pli. Si au cas où aucun de nous ne fait de pli à ce tour-ci, on va se partager ce qu'il y a au centre à la majorité de runes. Donc c'est là où il faut que je regarde, parce que c'est moi qui vais donner, qui a la majorité de runes. Donc là, moi j'ai 5 Odin, 3 Thor. J'en ai 4 de Thor. Ouais, toi t'en as 4 Thor et 2 Odin. Et en face, il y a 7 Odin, 2 Thor. Donc... là, pour l'instant, c'est lui qui va récupérer Odin qui est au centre. Ouais, il y a quand même deux cartes Odin au centre. Hein. Et au niveau de Thor, c'est toi qui les récupérerais. Je vais me mettre à moi. Ah zut. Je vais me mettre à lui. Ah. Au niveau de Thor, 1, 2, 3, 4, 5. Je te dépasse de 1. Donc je te clique les cartes de Thor. Par contre, regarde au niveau Odin. Il en a plus. Il en a 7. J'en ai 5. Donc c'est lui qui va prendre les cartes de les cartes. Moi je prends rien, c'est sympa. Voilà. Bravo les gars. Merci beaucoup. Moi je récupère ça. Hop, et il récupère ça. Et tu vois, quand la partie elle est finie, bah après, c'est rapide, on compte les points. Celui-là on les compte pas, c'est pas effectif. Non. En fait, on va compter les plis que t'as fait. Voilà les gars, regardez les plis qu'ils ont fait et regardez, j'ai fait 2 points, c'est facile à compter. Les points, voyez, en bas à droite, c'est 2. Voilà, bon bah je pense que j'ai perdu. Voilà. Pas de mystère. Donc c'est pour ça que je te disais, il faut enchaîner les parties, après tu additionnes les scoring quoi. Tu fais 2-3 parties. Donc moi j'ai fait ça en pli, il a fait ça en pli, c'est le pire. Et donc là ça fait 3, 4, 6, 9, 40, 43. 43 points. Alors faut voir parce que je pense que tu as récupéré plus de 6 que moi. C'est possible. On va faire le décompte juste après. On va donc parler un peu de la partie qu'on vient de faire. Nico, on t'écoute. Je me suis fait triturer le fondement d'une manière assez lamentable. Moi, c'est un jeu de pli, j'adore les jeux de pli. Je trouve plutôt marrant, ouais, donc c'est original. Ah, ça reste après des calculs, moi je suis très mauvais là-dedans, donc des fois je ne sais pas si je peux mettre au niveau des probabilités, parce que c'est vrai que cartes, tout, c'est chaque joueur va piocher donc les 4 cartes et en distribuer une à chaque autre joueur ou le mettre directement sur le pli central. Et je trouve cette idée effectivement de jauger, de savoir à qui on veut donner des points ou moins en donner et avoir quel effet, et ce petit calcul qui ne demande pas trop de temps, qui permet de garder une certaine flexibilité au jeu, une fluidité.
Et la lisibilité, parce qu'il faut savoir, on voit sur le bord directement les runes, vous voyez ici sur les tranches, et le nombre de points pour chaque carte. Donc on voit assez facilement de quel point chaque joueur dispose. Et donc ça demande chaque fois de faire des petits choix, chaque fois de faire un petit pari. Ce côté stop ou encore que tu disais qui est présent, dire est-ce qu'on va piocher, est-ce qu'on va garder cette carte ou pas, est-ce qu'on le prend celle-ci ou est-ce qu'on la donne. En tout cas, pour cette seule partie qu'on a faite, oui, ça tourne bien, c'est bien pensé. Les règles, en plus, on s'est mis dedans, tu vois, il n'y a pas eu trop de doutes. Ah non, juste un petit rappel vite fait, Loki, c'est ça, c'est comme ça, c'est clair, c'est net. Et il y a cette interaction qui est encore plus présente, tu as dit, avec les extensions, où on va avoir des effets de cartes qui vont interagir avec les autres joueurs directement. Tu l'as un peu avec Loki, tu peux faire chier, tu peux enlever la carte à quelqu'un d'autre, forcément tu as le choix de donner une carte à quelqu'un. Déjà tu l'as, dans le jeu de base. Une petite bière au milieu, ça aurait été parfait. Mais par exemple, tu vois, l'effet de cette carte-là, tu vois, l'effet Joker qui permet d'annuler une carte qui pourrait être attribuée. C'est bien, mais c'est vrai que tu vois, les autres jeux, tu aimerais pouvoir l'utiliser directement sur un autre. C'est pour ça que tu as les extensions après. Voilà. Et dans les extensions, tu verras, tu as l'hiver qui est beaucoup plus agressif. Oui. Et tu as le printemps où en fait tu vas piocher beaucoup plus de cartes. C'est un peu plus chaotique. Et dans l'hiver, il y a un nouveau type de runes. C'est que tu as des runes négatives qui fonctionnent comme les autres runes. Oui. Donc si tu as trop de runes négatives au milieu, tu vas apprendre à perdre. Parce que c'est peut-être pas toi qui vas vouloir récupérer toutes tes runes négatives du milieu. Tu vas avoir des soustractions. Tu vas peut-être faire gagner quelqu'un pour qu'il récupère des runes négatives. Ah oui, ça va plus loin. Le principe de l'extension, ça développe. Ça. Et tu as un autre joker. Tu as un autre joker qui s'appelle Heimdall, où tu vas refuser une carte, et la carte que tu as refusée, tu vas l'attribuer à quelqu'un d'autre. Donc du coup, tu as le petit côté, là, l'hiver c'est pour se faire des amis, tu as le côté un peu plus agressif. Oui, je pense qu'il en faut pour tous les publics. Je trouve que c'est ça, d'avoir une extension qui va changer un peu le ton du jeu. Ça te change. En fait, chaque extension, je me suis débrouillé pour qu'elle te change la stratégie. Elle te change la stratégie de jeu. Ouais. Donc tu peux rajouter une extension, ou alors carrément rajouter 2 extensions. On a déjà des joueurs qui l'ont fait, qui ont passé des soirées, notamment d'autres éditeurs de jeux. Ils ont passé des soirées, ils se sont dit c'est super ton jeu, on s'est regardé toute la nuit, il est génial. Et des fois c'est ça qu'on aime. Nous connaissons Amour vache comme ça. Toutes les extensions, hein. Nous on met tout, nous on met. Oui, mais des fois c'est trop. Hein, mais des fois. Écoutez, ça, franchement, vu ce qui est proposé en jeu et juste pour le jeu de base que l'on a, ça fonctionne bien. Et pour si vous aimez les jeux de pli, et en plus avec des extensions si vous aimez, parce que tous les jeux de pli ne proposent pas cette variante d'avoir cette interaction avec les joueurs, il y a de quoi faire. On range la boîte quand même. On va mettre les sous-titres en bas de la vidéo. Non, j'ai pas vu le derrière. Hop là. Avec un thermoformage. Voilà, de You Talking to Me. Il a tout pour plaire. Ils se sont donné tous les atouts pour réussir. Rendez-vous à Cannes. Ouais, rendez-vous à Cannes. Ils seront présents à Cannes, les gars. Je vais tester. Merci. Rebonjour David. Bonjour. Alors là, je vois que vous avez sorti la grosse artillerie. Oui, effectivement. Après un petit scénario tranquille, là on a décidé de sortir nos vaisseaux immenses. Donc en fait aujourd'hui, puisqu'on est la journée complète au club, on a profité pour faire une campagne. Donc on va utiliser avec ça la campagne de la bataille de Yavin. Donc on n'est pas tout à fait conforme au film, puisque là on a choisi de sortir des vaisseaux immenses aussi pour se faire plaisir. Ouais, bien sûr, on est là pour ça. Hein. C'est des vaisseaux qu'on sort pas tous les jours, donc voilà. Ouais. Donc là pour l'instant la flotte rebelle est sortie d'hyperespace et on approche de l'étoile noire. Donc là le but est de faire un passage pour... Alors l'étoile noire ce sera un autre plateau. Ça sera un autre plateau, c'est la partie d'après. Derrière celle-ci, on a prévu 2 autres parties. Une première où les forces rebelles devront neutraliser les tourelles de défense et les boucliers de défense de l'étoile noire. Ouais. Et la dernière partie qui sera la fameuse attaque de la tranchée. Et vous aurez le temps de tout faire. Donc vous avez commencé à l'ouverture à mettre en place. On a commencé un peu tard. Ouais. On espère, on verra. Sinon, on fusionnera peut-être les parties 3 et 4 dans sa phase de l'étoile noire. Ouais. Si on voit qu'on n'a pas le temps. Et qu'est-ce que ça donne là au niveau des batailles, que ce soit l'Empire ou les rebelles, comment ça se passe par rapport aux résultats des parties. Oui, des résultats. La première partie était plutôt en faveur des rebelles. Et là, pour l'instant, on commence seulement cette bataille. Oui. Donc là, l'objectif pour les rebelles est d'endommager au maximum les 2 raiders, les 2 gros vaisseaux impériaux. Ouais. Pour faire passer le maximum des vaisseaux. Donc là, le but de la mission, c'est d'endommager au maximum les 2 raiders impériaux, voire de les détruire. Ouais. Donc les 2 gros vaisseaux de l'Empire. Ce qui leur permettra de passer un maximum de chasseurs pour l'attaque de l'étoile noire. Donc ils vont utiliser les troupes restantes ensuite pour prendre d'assaut l'étoile noire. Il y en a d'autres qui vont arriver en renfort. Il y en a d'autres qui arrivent en renfort.
on repartira sur un autre scénario. Et en fait, Alors tactiquement, attends, on se rapproche un petit peu. Tactiquement, comment tu nous décris la situation là actuellement? Comment ça se passe et comment tu vois le pronostic? Alors là, pour l'instant, on a une grosse mêlée de chasseurs qui s'est formée au milieu. Ouais. L'ensemble des chasseurs rebelles cherchent à cibler les raiders impériaux. Donc eux, ils ont pris le parti d'ignorer complètement la chasse impériale pour se concentrer sur les gros vaisseaux uniquement. Donc on va voir s'ils arrivent à leur faire des dégâts significatifs. Et les petits chasseurs, eux, par contre, impériaux, vont tenter de détruire toute cette nuée de chasseurs. Donc il y a moyen qu'ils fassent des dégâts aux petits vaisseaux. Pour l'instant, les impériaux ont pris le choix d'ignorer les gros vaisseaux rebelles et de se concentrer sur la petite flotte. C'est un choix qui se tient. Voilà. Donc là, on a deux stratégies opposées. Là, les rebelles qui ont choisi de tout miser sur la destruction des gros vaisseaux. Et les impériaux qui ont choisi de miser d'abord sur la destruction des petits. Alors quel pronostic toi tu donnes sur les chances? Ça va dépendre des dés, ça va dépendre... Oui, ça va évidemment dépendre des résultats des dés. Après là, les rebelles ont quand même pas mal de pilotes d'élite. Et oui, c'est qu'on prend en compte aussi la capacité des pilotes. C'est ça. Donc l'essentiel de la flotte rebelle là, qui mène cette attaque est composé de pilotes nommés, de pilotes d'élite, qui sont issus de la boîte de scénario Bataille de Yavin. Alors qu'en face, il y a beaucoup de troupes impériales novices, des chasseurs taille novices, peu de pilotes d'élite. Donc c'est ce qui peut faire la différence, effectivement. Je me pose quand même une question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres en compte, parce que là, il y a quand même pas mal de vaisseaux présents, il y a pas mal de pilotes, et on arrive à avoir quand même un plan d'ensemble, une vision d'ensemble qui permet de ne pas faire trop d'erreurs, de dire « Ah, mais j'avais pas pensé à ça, bah lui il fait ça », on oublie forcément des actions dans le jeu de temps en temps, par moment. Ça discute pas mal, alors justement on perd pas mal de temps par rapport à des parties plus classiques, les parties format tournoi, les dogfights, ça se joue en 75 minutes. Là c'est des petits escadrons de 4-5 vaisseaux, voire moins des fois, donc les joueurs connaissent parfaitement leurs vaisseaux. Là c'est vrai que ça discute beaucoup, on perd un peu de temps parce que justement ça nous arrive, il y a beaucoup de paramètres. Ça fait partie du plaisir de jeu, de discuter ensemble des stratégies à mettre en place. Il y a beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres. Là en plus on a rajouté par rapport à la partie d'avant les vaisseaux immenses, qui rajoutent aussi pas mal de complexité à la partie. Et toi tu joues pas, tu participes pas? Si je joue. Je t'empêche de jouer alors. Là en fait côté impérial on est 3, on était 5 joueurs aujourd'hui, donc on est 3 joueurs impériaux contre 2 rebelles. Donc là j'ai laissé mes 2 collègues impériaux finir les mouvements des gros vaisseaux pour pouvoir répondre à ton interview. Très bien. Voilà. Mais je vais retourner oui. Pour la phase de combat. Je vais pas retourner là. Je pense qu'ils ont terminé les actions et les déplacements des grands vaisseaux. Merci pour cette présentation et ce compte rendu. Avec plaisir. Et donc bon jeu. Merci beaucoup. Rebonjour. Bonjour. Alors je vois que tu m'as dit que vous étiez au milieu de la partie. Quelque chose comme ça, oui. Oui. Et je vois du rouge partout. C'est qui le rouge? Alors le rouge c'est moi. C'est toi, hein, c'est ça. Le rouge c'est moi. Ça va, tu es content du résultat? Non, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Ah, il est modeste. Pas du tout. Et là, donc tes pronostics, tu as dit que ça devait se terminer soit ça se termine très vite, peut-être au tour suivant ou au tour d'après, soit j'arrive pas à finir la partie parce qu'ils sont méchants. Est-ce qu'ils sont méchants? Ils sont méchants. Ils sont très méchants. Ils te mettent la vie dure. C'est ça. Difficilement, on va dire. Et donc dans ce cas, ça peut durer encore entre 3 et 5 heures. Et ça fait combien de temps que vous êtes dessus? Depuis 10h30 du matin. Et il est? Bonne question. On perd la notion du temps. Presque 16 heures, non? Il est presque 16 heures. Ah oui, quand même. Mais vous voyez pas le temps passer. On a fait une petite pause pour manger quand même. Oui, on est allé manger. Et des fois on s'oublie, mais on a quand même le corps se rappelle à nous. Oui, c'est ça. Et là, le cours de la partie, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Comment tu peux nous dire un peu les... Alors en fait, le joueur bleu a commencé très fort. Dès le début de la partie, il avait une bonne position de départ. Mais résultat, on s'est ligués tous les deux contre lui. Ouais. Donc le pauvre s'est fait rouler dessus. Et ensuite, c'est le jaune qui s'est fait rouler dessus parce que résultat, c'est lui qui était au-dessus. En fait, c'est toujours celui qui commence à dominer, qui commence à croire. Et je suis celui qui émerge et qui réussit à tirer mon épingle du jeu. Ils s'entretuent entre eux depuis tout à l'heure. Et moi, je plante des carottes. Ah, donc le bleu a pris cher, le jaune a pris cher, et maintenant c'est toi qui arrives en dernier. Normalement, je suis le suivant à prendre cher, mais ils sont loin de moi, donc peut-être que j'aurai le temps de gagner avant qu'ils arrivent. Et là, au niveau des mouvements, c'est vrai que le bleu... Le bleu est là. Le bleu est coincé dans sa zone, le jaune aussi, et le rouge, il... Et moi, j'ai pris toute l'Asie, en fait. Toi, tu es le jaune. Oui.
Ok, et toi, t'es pour vos pronostics pour chaque joueur? Moi, je peux pas défendre ce coin-là. Je suis coincé entre le bleu et le rouge ici. Ah, c'est vrai que t'as un petit coin là-bas. Ça, je vais le perdre incessamment sous peu. Donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de défendre avec mon seul général restant les quelques forces que j'ai au centre de la carte. En fait, il faudrait quoi, que tu t'allies un peu au bleu, que vous fassiez un peu front commun. Le bleu, il m'a un peu dépouillé, donc ça va être compliqué de s'allier au bleu. Il y a un peu une animosité aussi en fonction du jeu, de ce qui s'est passé. Pas une animosité, je dirais qu'il y a des précédents. Et c'est ça, voilà, donc l'alliance est difficile. L'irrationalité a pris le dessus chez eux. D'accord. Bon, bah écoutez, merci, que le meilleur gagne. Ou celui qui survit, on va dire. Celui qui survit. C'est d'habitude, on va dire, pour lui qui gagne à tous les jeux. On s'est farci 2h30 de vidéos de règles hier pour être prêt pour des jeux comme ça. Et encore, vous êtes préparé. Vous avez pris le temps. Il faut se préparer. Parce que voilà, si vous ne se préparez pas, déjà que le jeu est long à mettre en place et autres, oulala. Si on connaît rien, ça devient l'enfer. C'est ça. Bah écoutez. On est parti pour 2 jours. Bonne chance. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, voilà. Alors, je suis un peu tout seul. Normalement, j'ai un assistant, mais là, j'ai un peu les mains prises. Donc là, c'est le Horror Arkham, qui a bonne réputation, et c'est ton jeu. Oui, c'est un vieux jeu quand même, celui-là. Il est de 2006. Il y a eu plusieurs éditions. Oui, tout à fait. C'est la 2e édition. Il n'y en a pas eu d'autres? Il y a eu une 3e édition. Troisième édition. Ça, c'est la 2e. Et là, vous venez de commencer? On est, on va dire, au premier tiers du jeu, à peu près. Premier tiers et ça se passe pas trop mal, parce que c'est un jeu assez punitif. Ouais. Où généralement on meurt très vite, où on devient très vite fou. Et il y a des joueurs qui sont un peu exclus de la partie assez vite, non? Non, pas vraiment, mais disons qu'en général on perd tous ensemble ou on gagne tous ensemble. Ah, oui, c'est coopératif. C'est coopératif, c'est ça, on joue tous contre le jeu. Et on essaye d'empêcher un des grands anciens du mythe de Cthulhu de venir envahir notre monde et massacrer la race humaine en gros. Et généralement on a du mal, mais là pour l'instant ça commence bien. Ça va, vous avez un bon début. Et vous, donc, c'est votre première partie? Oui. Et que vous en pensez? Pour le moment, c'est bien. C'est bien? Oui. Alors, c'est le côté coopératif, l'univers de Cthulhu, c'est... Moi, c'est les jeux de société. Ah bah, tout simplement, jeux de société, on passe un bon moment. C'est ça. Et vous, c'est votre première partie? Oui, première partie, oui. Ouais. Après, je connais un petit peu les jeux de société. C'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de faire des parties avec beaucoup de joueurs, donc là j'en profite pour... Oui, c'est l'occasion parce que souvent on n'a pas assez de nombreux pour pouvoir s'essayer à ce type de jeu. Ouais, là, vous êtes donc 5 à jouer. Et on peut jouer jusqu'à combien? Bonne question. Je vous remercie de me la reposer. Et vous en avez une autre comme ça? J'ai pris 6. Ouais, jusqu'à 6. Ah, jusqu'à 6. De 1 à 6 joueurs. C'est-à-dire qu'on peut jouer en solo aussi. Ça semble donc plutôt accessible, genre au niveau règles, ça va? Alors, les règles sont très mal foutues pour cette version-là. Ah. Hein. Mais c'est pas très compliqué en vérité. Ça se joue beaucoup à base de lancer 2 dés. Voilà. D'accord. Test de compétences, il faut avoir des valeurs suffisamment élevées pour réussir les tests. Ça se joue quand même beaucoup au niveau des résultats, de la résolution des effets. Mais aussi énormément à la coopération, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende pour savoir quoi faire, pour justement battre le jeu. C'est un peu le sel du jeu, donc de s'organiser pour essayer de réussir ça. Les missions en cours. C'est ça, c'est le principe des coops. C'est ça, exactement. Et un petit retour, toi tu as joué juste première maintenant, donc ça fait une demi-heure, 1 heure qu'on joue. Donc ça fait pas longtemps. Et le premier retour alors comme ça? C'est sympa, punitif. Par contre, punitif. Assez aléatoire. Je sens que là tu as pris des mauvais effets ou... J'ai perdu toutes mes armes. Ah, toutes tes armes directement? Bon. Mais sinon c'est sympa. Ok, et tu penses pouvoir remonter dans le jeu avec d'autres armes? J'espère. Aussi, il se balade dans le poste de police avec ses armes sorties, alors bon... Ah bah oui, si on fait n'importe quoi, voilà, on est puni, hein. Bah écoutez, merci, bonne partie à vous. Merci, bonne continuation. Bonjour monsieur, je vous dérange pas pendant votre partie? Si, vous me cassez les pieds, monsieur. Bon Nico? Oui Nico. Alors on est à Mondragon, on a fini Camaret. Qu'est-ce que t'en penses de Camaret pour une première? Pour une première, il y avait du monde, il y avait des jeux. Des gros jeux. Ouais. Anachronite, je veux dire anachronite. Moi j'ai joué aussi à Wingspan. Wingspan? Ouais, c'est pas ma cam. Toi tu veux me faire jouer à Forêt Mixte là, dans le même thème? Forêt Mixte, on va tester, hein, avec l'association de Valrias et Chevaliers de Salvar. Là donc on retourne à Mondragon comme on avait couvert l'année dernière. On peut faire un petit tour, allons-y. Hein.
Attends, dans le bon sens. Sinon, dans la zone buvette, c'est les mêmes. Bah, après, ils ont l'habitude de nous voir boire des bières, donc voilà. Bon, ça n'a pas trop changé. Je crois qu'ils ont rajouté quelques tables. Pas à la même heure, parce que l'année dernière, bonjour. Un peu plus Vous n'avez pas le dragon sur vous? Ah non, c'est. Bah, il est là, mais. Il est là. On l'avait. Il n'est pas très actif. On l'avait en interview l'année dernière, mais là, malheureusement. Les inscriptions, pourquoi ça? Loup-garou, c'est marqué dessus, Kono. Mais oui, les loups-garous. Ils sont nombreux là. 21. Ah oui, quand même. Je savais même pas qu'on pouvait jusqu'à 21. Un petit tour. Qu'est-ce que c'est? Stigmérien. Non, j'allais voir ma collègue du boulot. Ah d'accord. Le puzzle encore. L'année dernière, on avait le dragon. Et là, on a du lion. Et pas du choc à pic. Ça va, Laurent? Ça va, ouais. Une partie de Unknown Planet? Non, Planet Unknown. Oui, ouais. Ah voilà, mais je sais plus. Ça se passe bien? Tu dis pas Inconnu Planet? Bah, ouais. Qui gagne là? Qui est un peu en avance? Ah oui, il y a là on sent qu'il y a des lignes et des colonnes là qui se complètent là. Le bord il est bien fait. Tu as déjà testé toi celui-là? Oui. Oui, en termes de sondage. Le concept du plateau qui tourne, c'est original. Ah oui, le plateau qui tourne au milieu. Et après, il règle le jeu, enfin, au fur et à mesure des habitudes de jeu, on peut retourner le plateau et découvrir d'autres, enfin, jouer avec un truc. Voilà, ça c'est la version de base que tout le monde a, et après on peut avoir des planètes qui ne se ressemblent pas. Voilà. Une fois qu'on connaît bien le jeu, ça permet de... Oui, oui. Et en plus avec des talents uniques, c'est pas mal. Moi j'ai testé que la version de base. Mais j'ai bien aimé. Ouais, c'est normal, c'est Polymino. Bah ouais, j'aime jamais le dire. Polymino. Polio, comment on dit Laurent? Polio. Ah, Polio. C'est de pas. Polio-mino. Ça unique. Ça va? On fait le petit tour habituel, comme chaque année. Là, comme chaque année, depuis 2 ans. Hein. C'est ça, depuis 2 ans. Deuxième année. Comme chaque année. On est habitués maintenant. C'est quoi ce jeu? Galera-Pagos. Ah bah c'est Galera-Pagos, et oui. Le classique. Ah, 3. Il est là. Justement, je cherche deux joueurs, vous voulez pas? Bah, on n'a pas trop le temps, mais. Bon, pas moment, merci. Mais c'est vrai qu'à 3, c'est pas la meilleure configuration. C'est vrai, ouais. On est obligé de se tirer les uns dans les autres. C'est ça. Faut être un peu plus long. Après, c'est le but du jeu, tirer sur les autres, moi, c'est ce que j'aime. C'est ça. Ça, il y a du Fashion Blood. Bon, c'est juste une Demox. Non, je pense que non, c'est Flesh and Blood, mais autre version. Bon, Nico, un mot sur le salon, là. On va terminer, c'est vrai que... Bon. Un mot sur le salon. Voilà. Il y a des élèves à moi qui me reconnaissent. Ah, bah bon. J'ai toujours le stress. Non, je vais pas envoyer ma chaîne, les gars. Célébrité. Célébrité. Tout le monde le connaît. Non, bah écoute, juste... Attends, mets-toi face au regard, quand même, la salle est bien... On était déjà parti. Il y a du monde. Starcy l'année dernière, je me rappelle plus. Non, on était encore là l'année dernière, Starcy. Hein? Je sais plus si on était parti Starcy déjà ou... On était parti, je crois, vers 19h, il me semble, la fois dernière. On était encore là, ouais. Parce que, ouais, non, c'est plutôt bien rempli. Bon, ça manque de gros jeux. Voilà. C'est un peu plus familial, voilà, c'est un peu différent. Si vous voulez jouer au gros jeu, vous irez à Camaré. Si vous voulez faire des jeux familiaux, c'est Mondragon. Et entre les deux, il y a des gens qui parlent au micro. C'est moi qui parle au micro normalement. On essaie de piquer ma place. Voilà. Il y a un concours de Skejo. Et donc là, cette année, on va dire le festival Mondragon et de Camaré qui était le même jour. Voilà, c'est par un problème de communication et il y a eu un petit souci, ça se reproduira pas. Mais il y avait les deux événements ont bien marché, avec du monde pour les deux, pour tous les publics. Un public différent, ouais. Un public différent. C'est bien, il y en a pour tous les goûts et tout le monde s'amuse, c'est ça qu'on veut. Sauf nous, parce que nous on filme. Et voilà, nous on parle aux gens et on joue. Et on nous oblige à jouer à Wingspan. En plus, attends, on t'a pas obligé, qu'est-ce que tu racontes? Après, parce qu'il y a moi, il y a une jolie nana qui m'a dit il manque une personne. Au final, elle n'a pas joué avec nous, je me suis fait enfler, quoi, non? C'était pas une jolie dame si t'as enfilé. Bah bon, bref. Ça part en cacahuète, ça y est. Bon, bisous. Merci à tous, ciao.